Bonjour à tous, terminé les vacances, c'est l'heure de la reprise pour le réel titulaire de ce poste, moi-même. Bienvenue dans Ça déraille, donc le podcast qui parle d'un sport où ça démarre en peloton et à la fin ce sont les Belges qui se plantent au classement général des grands tours. Mais est-ce que cela peut changer cette année ? Eh bien on va en débattre dans quelques instants car c'est l'heure de la Vuelta qui arrive dans quelques jours. On ira en Espagne puis on terminera par ce mois d'août enflammé parce qu'il y a eu des transferts dans le cyclisme. Il y a des équipes gagnantes et d'autres perdantes. Et entre les deux, on aura la chance d'avoir un petit nouveau Bastien Tronchon, stagiaire chez AG2R Citroën et déjà vainqueur sur le Tour de Burgos. Et pour parler de tout ça, celui qui a porté sur ses épaules Ça déraille lors du dernier épisode, Jérémy Salakian. Bonjour à tous, c'est vrai, oui, j'ai porté ce podcast, j'allais dire brillamment, mais en fait, c'était pas un podcast très audible, vu qu'on a enregistré dans des conditions particulières, donc je suis très heureux de vous retrouver avec notre régie portative et avec, je pense aujourd'hui, de l'action avec mon ami Gilou. Ouais, alors avant de présenter Gilou, on va rappeler aux personnes qu'aujourd'hui, nous sommes chez Monsieur Salakian. Nous sommes bienvenue chez moi. On s'invite chez les gens comme ça, ça fait plaisir. Et aujourd'hui s'invite bien sûr la Belgique, puisque Gilou, on l'a entendu lors on l'a deviné. Du préambule, on l'a deviné, il a râlé sur ma phrase, j'en étais sûr, j'avais fait ça exprès. Gilou, comment ça va ? Ça allait bien jusqu'à il y a 37 secondes. Non, parce que j'ai dit peut-être que ça peut changer cette année, parce qu'on va peut-être parler d'un certain Remco Evenepoel, mais on va parler au moment du départ, c'est parti. Donc, vendredi 19 août, la Vuelta démarre d'Utrecht aux Pays-Bas. Utrecht. Donc, troisième grand tour cette année, les trois grands tours en dehors du pays. Alors, j'ai pas la stat, évidemment, mais ça doit pas arriver souvent. Non. Peut-être que c'est une première, d'ailleurs. On va aller d'abord très vite sur le parcours, avant de parler des favoris, parce que on va aller vite sur ce dossier, parce que comme chaque année, la Vuelta, Jérémy, c'est la Vuelta, vaut mieux pas être sprinter, tout simplement. Oui, vaut mieux pas être sprinter. C'est vrai qu'à part les deux étapes, il y aura 3 étapes aux Pays-Bas, mais il y aura un chrono par équipe. À part les 2 étapes un peu plus planes qui permettront aux sprinters de briller, il n'y en aura pas tant que ça. Finalement, il y a beaucoup d'arrivées au sommet, comme d'habitude sur la Vuelta. Et c'est la raison aussi pour laquelle on retrouve assez peu de sprinters et où il est possible pour les seconds couteaux de briller. Ouais, on aura pas mal d'étapes en altitude dès, en tout cas les premiers jours, du côté notamment de Bilbao, voilà, pas mal de chronos aussi, 50 km, c'est un petit peu la moyenne cette année pour tous les grands tours. Et puis vous avez aussi, et vous aimez aussi ces étapes un petit peu difficiles, avec juste une petite bosse sur la fin, quelques difficultés dans les derniers kilomètres, ça, il y en a de partout. Du coup, Gilou, on se pose la question maintenant de savoir quels sont les favoris cette année. Qui peut tirer son épingle du jeu ? Qui va remporter la Vuelta 2022 ? Alors pour toi, c'est qui ? Pour moi, c'est qui ? Alors déjà, ça a changé parce que il y a eu quand même tout un, on va dire un marasme, on va dire un point d'interrogation autour de la participation au nom de Primož Roglič. Là, il a dit qu'il sera là, donc ça change quand même pas mal de choses. Là, le fait que Primož soit là, c'est lui le grand favori de cette Vuelta et c'est logique. Bien évidemment, je vais répondre Remco Evenepoel. Vous m'avez fait venir aussi pour ça. Je crois en la victoire de Remco Evenepoel sur cette Vuelta. Je sais bien qu'il y a plein d'arguments dans le sens de dire, enfin, bref, on y reviendra. Je dis juste un nom. Remco Evenepoel. Alors Primož Roglič, avant de parler de Remco Evenepoel, bien sûr, qui fait partie des favoris, mais je donnerai d'autres noms derrière. Primož Roglič, le quadruplé, même si on sait qu'il a été blessé, il s'est arrêté sur le Tour de France avant et tout, mais c'est évidemment, quand on le voit aligné, le favori à sa propre triple succession. Forcément, c'est vrai qu'il y a une énorme inconnue sur sa condition physique, mais si Primož Roglič a décidé de venir sur cette Vuelta, c'est qu'il se sent capable de le faire. Parce qu'un Roglič, il vient pas sur la Vuelta pour faire 5e ou pour gagner une étape. Il a suffisamment de palmarès derrière lui pour se permettre de dire non, la Vuelta, je la mets de côté si je me sens pas bien. Roglič, il a la possibilité d'aller chercher le record de victoire aussi, qui est détenu par Roberto Heras. Ça me fait rire parce que Heras, on lui en a pris, puis on lui a rendu, puis finalement, il en a 4. Roglič, il a la possibilité de l'égaler cette année. S'il peut le faire, il va pas se priver. Mais tu l'as dit, il y a aussi une liste de prétendants. Je les ai sous les yeux. Il y a des coureurs sérieux. Moi, je vois pas Evenepoel gagner, contrairement à Gilou, mais je trouve que la start list est quand même intéressante. On va en dire 2 mots de cette start list. Bandante cette start list, on peut le dire. De cette start list bandante. Jay Hindley ou Higuita pour Bora. On a Carapaz chez Ineos, mais aussi des Sivakov, Tao Gegenhardt, Carlos Rodriguez aussi, je crois, ils sont arrivés avec une Dream Team. Enric Mas pour Movistar, Simon Yates pour Back Exchange, donc on a Remco pour la Quick-Step Alpha Vinyl, Lopez Nibali pour Astana, Landa Jaquek pour Bahreïn, Quintana pour Arkea, on a aussi, j'ai noté Joao Almeida pour EAE,
ainsi que Oui. Juan Ayuso. Je préfère. Oui, parce il faut que, le mettre, il faut je le mettre, Ayuso. dedans. Voilà. Après, tout n'est pas, au moment où on parle, tout n'est pas officiel. Donc ça peut bouger encore pour des coureurs qui, au dernier moment, décident de s'aligner sur la Vuelta. Mais voilà les noms qui sont sur le papier. Les favoris de cette Vuelta. On laisse Remco de côté, mon cher Gilou. On attend un petit peu, on le gardera pour la fin un petit peu. On prend un peu de popcorn avant. Cette start list, tu vois quoi qu'est-ce qui te fait envie, de qui tu as envie de parler avant le départ des Pays-Bas? Mais moi, j'ai envie de parler du français. Qu'attendre de Pavel Sivakov? Il sera pas forcément leader, mais on sait que dans ces équipes qui viennent avec plusieurs, c'est des fois ça tourne et c'est pas forcément celui qui est à la base leader qu'il devient. Et je me demande si ça peut pas être la surprise de cette Vuelta. Pavel Sivakov, il est en forme, il a montré très belles choses. Et finalement, est-ce que ce serait pas lui le Français qui pourrait performer cette année sur un grand tour, même si je reste persuadé que Romain Bardet l'aurait gagné si il n'y avait pas eu ces mésaventures. Je parle du Giro, bien sûr. On a dit qu'on devait arrêter d'en parler. Je sais que Ce Giro n'a pas existé, Gilou. Il n'a pas existé. Alors, donc James Lane n'a toujours pas de grand tour à son actif. On en parlait. Non, mais vous êtes d'accord avec moi sur Pavel, non? Non, mais on en parlait un petit peu avant. Alors, on en parlait en off avec Johan, et on est totalement d'accord. Pour Ineos, il y a beaucoup de leaders. Il y a beaucoup de leaders, et quand on voit les performances de Pavel Sivakov qui arrive vraiment pleine bourre, Carapace, j'ai pas vu courir depuis un petit moment, en tout cas pas briller depuis un petit moment maintenant, donc vraiment dans l'inconnu, on s'est dit, et pourquoi pas Pavel Sivakov, leader d'Ineos. Et les connexions se font, les gars, les connexions se font, c'est incroyable. La tactique que m'a donné Jérémy pour Ineos, vas-y, donne-la la tactique d'Ineos pendant cette Vuelta. Pour l'instant, il n'y a pas de tactique, il n'y a que des leaders. À part Van Barle et Ben Turner, il n'y a que des grimpeurs. Donc il va y avoir les 3 premières étapes de montagne qui vont s'enchaîner. Et là, on fera un premier bilan pour savoir sur qui on mise. Carapace, il est là pour gagner aussi. C'est un coureur sérieux. Carapace, il s'aligne pas sur un grand tour pour faire 20e. Mais depuis le Giro, il a couru qu'une seule course, c'est le Tour de Pologne, donc c'est assez peu de références finalement comparé au Tour de Burgos remporté par Sivakov. On fera un premier point au bout d'une semaine de course, mais moi je suis d'accord avec vous les gars, pour moi Sivakov il a son épingle à tirer dans ce collectif-là. Et ça fait un moment qu'on attend la confirmation, parce que rappelez-vous, chez les jeunes, on parlait beaucoup de Sivakov et Bernal. Bon, il y en a un qui est un petit peu plus confirmé que l'autre, et maintenant qu'il est français, on va l'encourager 2 fois plus. C'est clair, on parlera d'un autre français un peu plus tard, évidemment. Bon, on a donné les noms des favoris, on va pouvoir aller sur Remco avant de donner peut-être une petite surprise à un petit coureur qui pourrait s'immiscer dans le top 10, top 5, voire podium. Bon, Remco, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on y croit en Belgique? Est-ce que le drapeau est hissé très très haut avant le départ de cette Vuelta? Excuse-moi, Yoann, t'as pas Twitter? Parce que ça fait 2 semaines qu'un certain Gilou ne poste que... Evenepoel va gagner la Vuelta. Je ne suis pas la Belgique à moi tout seul. Déjà. Je suis en train de regarder la sélection Ineos. Plap, il va aller chercher quelques bidons, j'ai l'impression. Allez, il va aller chercher du bidon. Non, mais ce que je veux dire déjà par rapport à la hype qui est en Belgique sur cette Vuelta, ça fait très très longtemps que, par exemple, la RTBF, la plus grande chaîne francophone, ne diffusait pas la Vuelta. Ils ont acheté les droits des 5 premières étapes. C'était les seuls qui pouvaient acheter apparemment, parce qu'il y a apparemment c'était les seuls qui étaient en vente par Eurosport ou GCN, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, je suis pas dans les contrats, mais je pense personnellement qu'ils se sont dit, on va prendre les 5 premières, parce que si après Remco fait de la merde, on se retrouve avec 16 à devoir diffuser, ça fait chier. Mais la RTBF a acheté les droits de la Vuelta, chose qu'elle n'avait plus fait depuis super longtemps. Donc ça montre quand même dans un certain point la hype qu'il y a autour de Remco Evenepoel. Si Remco n'est pas là, il ne veut pas jouer la gagne, la RTBF n'achète pas les droits. Donc ça, c'est déjà une réponse envers ce que les Belges pensent et ce que les Belges espèrent pour Remco Evenepoel. Pour comparaison en France, évidemment, tout le monde ne connaît peut-être pas la RTBF, mais c'est comme si France Télé achetait la Vuelta. C'est un petit peu ça. Exactement. Voilà, tout simplement. Donc pour vous dire à quel point... en tout cas, on espère. Non, mais ils ont raison, les Belges, d'acheter que les 5 premières étapes, parce que la première étape de montagne, c'est la 6e. Donc après, Remco, c'est terminado. Donc forcément, ils n'ont pas intérêt à acheter toute la Vuelta. Gilou a raison. Ah ouais, et en plus, on va pas se mentir, avec le contre-la-montre, il y a quand même des chances que ça se passe bien pour Remco au début. Alors c'est un chrono par équipe, donc bon. Oui, mais il a une belle équipe quand même. Il a une belle équipe. La Quick-Step n'a jamais été mauvaise en chrono par équipe. Non, mais je pense qu'il peut y avoir mieux, on verra. Oui, je pense aussi qu'ils ne gagneront pas ce chrono, mais on va dire, ils seront pas loin, quoi. Il va pas prendre 2 minutes comme sûr. Si, quand Guillaume Martin était chez Wanty, ils en prenaient 4 après la première étape et c'était fini. Non, mais et toi personnellement, est-ce que tu penses qu'il peut, parce qu'on l'a souvent, on l'a vendu 1 ou 2 fois sur les grands tours et derrière on a vu que c'était compliqué en haute montagne. Est-ce que là cette fois-ci tu penses qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer ou qui va se débloquer? Est-ce qu'il va pouvoir lutter avec les meilleurs jusqu'au bout?
Il y a une chose, je pense, qui a changé par rapport aux autres grands tours, et tout le monde en parle, c'est son poids. Remco Evenepoel a perdu du poids encore et donc veut lutter contre les gars sur 3 semaines et sur des étapes de montagne. On sait que il a plus de mal dans les gros pourcentages, mais quand on voit les démonstrations qu'il a déjà fait dans les tours avant, il faut quand même se rendre compte qu'avant sa chute en Lombardie, il était invaincu sur les courses par étapes auxquelles il prenait le départ. Alors bien évidemment, c'était une semaine. Et la grande question sur Remco Evenepoel, c'est est-ce qu'il saura tenir sur 3 semaines? Mais on se posait aussi la question sur certains coureurs avant qu'il le gagne, Pogacar et tout ça. Donc oui, je pense qu'il peut réussir à tenir ces 3 semaines et qu'il a tout mis en place pour cette Vuelta. Les descentes, moi je reste persuadé que Remco Evenepoel n'est pas un mauvais descendeur et il a chuté, d'accord, mais que ce n'est pas un mauvais descendeur. Et la seule chose, c'est de savoir si ça va réussir à tenir. Et attention à ne pas arriver trop vite en forme. C'est ça qui me fait peur aussi, c'est qu'il soit en forme trop tôt et qu'il broie le début de cette Vuelta et puis après s'éteindre au fur et à mesure. Jérémy, la réponse. Bah oui, moi je suis assez peu d'accord pour une fois avec ce que dit Gilou. Alors, on me parle du Tour de Lombardie. Bon, c'était en 2020, hein. Depuis il s'est passé pas mal de choses et moi je vais me concentrer principalement sur cette saison. Cette saison, Gilou nous avait dit c'est pas un coureur classique. Tais-toi, ne dis rien. Je regarde le palmarès, Liège-Bastogne-Liège et la Classica San-Sebastian. Moi, je pense vraiment que ce coureur, il est fait pour des coups d'éclat sur une journée. Je m'explique. On me parle des courses par étapes. Déjà, les courses par étapes d'une semaine, en World Tour, il n'en a pas gagné beaucoup. Il y a le Tour de Pologne, mais quand tu vois ce qu'il a fait sur les différents tours cette année, il a systématiquement été battu par plus fort. Alors, il est jamais très loin, il est souvent 3e, 4e, mais il est toujours battu. Tour de Suisse, il fait 11e. Un petit peu plus tôt dans la saison, Tirreno-Adriatico, 11e. Tour du Pays Basque, 4e. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que pour l'instant, alors je dis pas que ça n'évoluera pas, mais que pour l'instant, il y a un plafond de verre dans les forts pourcentages, dans les étapes de haute montagne, et je suis pas certain que Remco Evenepoel ait la caisse pour dépasser cette semaine de course. C'est déjà compliqué sur une semaine, alors imaginez-vous sur 3 semaines, avec des coureurs comme Roglic, comme Carapaz, comme Hindley, qui ont déjà gagné des grands tours. Pour moi, il part clairement outsider. Et tu disais 50 km de chrono, il y en a 23 qui sont à courir par équipe. Donc il reste 30 km. 30 km sur un grand tour, c'est pas tant que ça. Donc ça, c'est quand même un point fort de Remco Evenepoel. Et il pourra pas forcément capitaliser là-dessus. Il y a énormément d'arrivées au sommet. Donc pour moi, le tracé est absolument pas propice à une victoire d'Evenepoel. Mais je ne demande qu'à être démenti. Surtout Ouais, mais il y a aussi le fait qu'il soit bel. On va pas se mentir. Si là, Remco Evenepoel est français, t'y crois. C'est logique, c'est obligatoire. Oui. T'es obligé d'y croire. T'es obligé. Oui. Non, mais nous, bien ça sûr. fait combien de temps qu'on attend une victoire comme ça? Non, mais bien Je suis sûr. obligé d'y croire, tu vois. Mais Gilou, c'est un peu irrationnel de croire en Sivakov et de te dire Evenepoel, j'y crois pas. Maintenant, quand je vois la liste des noms qui sont alignés, alors certes, il n'y a pas Pogacar, il n'y a pas Vingegaard, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus fort. Et Evenepoel, sur 3 semaines, moi, il ne me donne pas cette garantie. Je pense qu'il y aura toujours 1 ou 2 jours où il sera à la traîne. On sait que Evenepoel, quand ça va bien, ça va très bien. Et quand ça va un petit peu moins bien, il a tendance aussi à débrancher le cerveau et à oublier de se battre. Donc ça aussi, ça me fait peur. Ouais, surtout face à un coureur aussi expérimenté sur la Vuelta que Primož Roglic notamment. Mais il y a aussi d'autres noms, on les a dit tout à l'heure. Et les petites surprises. Alors moi, je l'ai noté. Et tu étais d'accord avec moi aussi quand j'ai noté ce nom. Juan Ayuso. On voit notamment des McNulty, des Roa Almeida ou du coup lui dans la liste du AE. Moi je trouve qu'il est vraiment très régulier et attention à ne pas avoir un Juan Ayuso pourquoi pas lutter pour le top 5 voire le podium. Évidemment il faudra voir avec son copain portugais. Rémi Srella nous dirait il n'y a aucune chance, mais voilà, moi c'est d'un des coureurs que j'avais noté, voilà, pour le classement général. Je ne sais pas si vous avez noté non mais Ayuso, oui, moi j'ai noté des coureurs. Je pense que les Hindley, les Carapaz seront là. Tous ceux qui ont fait le Giro sérieusement seront là. Je pense même qu'un Simon Yates, qui est relativement irrégulier sur les grands tours, mais qui a quand même gagné la Vuelta, est capable aussi de se mêler à la lutte. Maintenant, pour rester sur Ayuso, on va faire très court. Ça relève aussi un petit peu du fantasme, parce qu'on a envie de le voir confirmer. Et là, il y a une opportunité. Là, il n'y a pas Pogacar qui était pourtant annoncé. Et lui aussi, sur les courses d'une semaine, il est un petit peu comme Remco Evenepoel. Il tourne autour, il a fait 5e en Catalogne, il fait 4e sur le Tour de Romandie. Là, il vient de gagner une course en Espagne, le circuit de Getxo, je ne sais pas si on prononce comme ça. Il est encore très jeune, il a 19 ans, et là, je me dis, c'est peut-être la première opportunité. Alors, peut-être pas pour gagner, mais pour confirmer qu'il a le potentiel. Ouais, 5e du Tour de Catalogne et 4e par contre du Tour de Romandie notamment. Gilou, non, un petit nom à nous donner comme ça, Steph Kras, non, peut-être, ou un truc comme ça. Quand t'as Paché. Ah, quand t'as Paché.
le boss. De Papache, non, pas de. Vous avez tout cité. Peut-être rappeler aussi l'importance de Simon Yates pour le classement. Bien évidemment, on parle Bien beaucoup sûr. de ça. Il va avoir une grosse pression sur les épaules et on sait que souvent, quand les coureurs ont la pression de toute leur équipe pour ramener des points, ça s'est mal passé. Il y a deux équipes quand même, Johan, dont on a très peu parlé. Une qui s'est complètement trouée sur le tour. En fait, les deux se sont trouées. C'est Astana. Bahreïn, Astana avec Lopez et Bahreïn. Bahreïn qui visiblement alignerait Landa et Jack Egg. Et Jack Egg, il va pas être trop fatigué de son Tour de France c'est parce clair. qu'il est tombé très vite. et Gino Madère. Ouais, Gino Meder, il n'y a pas forcément de raison de croire qu'ils peuvent se mêler à la lutte avec les tout meilleurs, mais attention parce que Landa il a fait un podium sur le Giro, Jack Egg il avait fait un podium sur la Vuelta l'année dernière, donc tous ces coureurs-là, tu es obligé d'en tenir compte pour un top 5, même si je les mets, comme je te dis, largement derrière Roglic, Carapaz, Hindley, même Enric Mas, il va avoir une énorme pression sur ses épaules, là. il est obligé de scorer. Justement, on parle de ces équipes et Marc Padoun pour IF, évidemment. Oui, Marc Padoun, qui, peut-être. sera Ah, sur oui, la- tiens, sur la- Marc bah, là, Padoun. là, c'est gagné sinon. Non, mais Ah, ben voilà le gagnant. Pourquoi tu fais un podcast? Parce mais- qu'il est plus chez Bahreïn. Ouais, c'est Ouais, ça, mais le problème. Padoun a gagné. Ouais, mais pourquoi pas. Nous, on met toujours une pièce dessus. On l'a perd souvent, mais on met toujours une pièce dessus. Non, mais ces équipes-là, tu as noté Simon Yates pour Bucket Change, Enric Mas pour Movistar, là, on parlait de Padoum pour IF, mais c'est toutes ces équipes aussi qui ont besoin de marquer un petit peu de points. On sait, pour le classement World Tour, on arrive à la fin. On a regardé un petit peu avant. Faut mieux presque aller gagner le Tour de Limousin que de briller sur la Vuelta ou gagner une étape. Mais bon, là, c'est l'une des dernières chances, Jérémy, de marquer de gros points. Ces équipes-là qui sont à la lutte pour, on le rappelle, les 18 places l'an prochain pour le World Tour. Va pas falloir se manquer là. Ouais, alors cette Vuelta, elle est beaucoup plus importante pour certaines équipes que pour d'autres. Pour Movistar, elle est capitale. Parce que t'alignes tous tes leaders, t'as Valverde, t'as Enric Mas, et là il faut scorer de très gros points. Lotto Soudal, ils ont une stratégie un petit peu différente, ils s'alignent sur des plus petites courses, des courses d'un jour, et là t'as Arnaud Delis, Victor Campenarts qui font le boulot. Donc la Vuelta est peut-être un petit peu moins importante. On rappelle aussi que les 10 meilleurs coureurs chaque saison marquent les points. Donc si tu gagnes une étape comme ça a été le cas avec un Thomas De Gendt sur le Giro qui lui fait pas partie des 10 meilleurs coureurs Ça, de l'année, les points tu les marques pas. Donc pour la Lotto Soudal, il y a peut-être un petit peu moins d'enjeux. On a vu aussi que Cofidis avait choisi de ne pas aligner Guillaume Martin aussi pour ça. Il va aller courir d'autres courses avec moins de concurrence, mais avec la possibilité de scorer également pas mal de points. Donc la Vuelta, oui, elle sera importante, mais pour moi, elle ne sera pas décisive. En tout cas, ce ne sera pas à la fin de la Vuelta qu'on comptera les points. Je pense que tout le monde ira courir les courses de fin de saison. Alors, je n'ai pas en tête le calendrier, mais jusqu'au dernier jour de course où il y aura la possibilité d'aller prendre des points, tout le monde ira avec des grosses équipes. Gilou, Lotto Soudal 19e du coup du classement avec un peu plus de 400 points de retard sur la Movistar. Ça semble compliqué pour l'année prochaine, surtout que c'est plus Lotto en plus, donc ça va être compliqué. Non, c'est plus Soudal. Ouais, c'est plus Soudal. C'est Lotto Destiny. Je crois que c'était Lotto Ce Soudal. sera toujours Lotto. Bah là, au final, quand tu prends le classement, là, moi j'ai les points marqués par la Lotto. Le problème, c'est Caleb Ewan. En fait, c'est lui qui plante un peu Lotto, dans le sens où c'est surtout sur lui qu'on misait pour ramener des points. Je regarde, Arnaud Delis a quasiment ramené le double de points que Caleb Ewan, et je pense que c'était bien parti avec Milan-San Remo, puis après il y a eu la chute et tout s'est un peu emberlificoté pour la Lotto. Ça va être très très dur pour Lotto. Il faut qu'Arnaud Delis fasse des dingueries, mais ça va être très très compliqué, sincèrement. Il en a fait Après, ça va pas changer grand chose intrinsèquement. Ils feront quand même les mêmes courses. On en avait discuté. C'est surtout en termes de marketing et pour trouver des sponsors de dire je suis au World Tour. Mais sinon, objectivement, ça va pas changer grand chose. Justement, il en a fait beaucoup de dingueries ces dernières saisons, dans le bien ou dans le mal. C'est Julien Lafilippe qu'on va retrouver sur la Vuelta. C'est le Loulou. Français, oui, Loulou, qui est de retour. Alors, Le Louis Bach. la forme, on ne sait pas. Il revient, il gagne sur le Tour de Wallonie. Ensuite, c'est Coco. C'est Covid pour les intimes. Ensuite, après, il revient, on ne le voit pas trop. Il se fait lâcher assez Marion. vite. Et donc, du coup, on ne sait pas qu'est-ce que va faire Julien Lafilippe sur cette Vuelta. Surtout que Patrick Lefebvre, le patron de Quickstep, a dit s'il vient pour préparer le mondial, c'est la dernière fois parce que moi, je ne paye pas pour ça. C'est pas pour ça que je le paye, ouais. Donc alors, qu'est-ce qu'on moi- attend de Julien Lafilippe sur cette Vuelta? Bah, moi, ce que j'en attends, c'est qu'il prépare les mondiaux parce que Voilà. Bah là, on va avoir des problèmes. il va pas gagner la Vuelta et Lefebvre a dit j'attends autre chose qu'une aide pour Evenepoel. Et je pense que dans sa tête, à la Philippe, il s'est dit allez, je viens peut-être pour aller chercher une ou deux victoires d'étape parce qu'il y aura des étapes propices, pas tant que ça, mais il y en aura. Mais je viens surtout pour parfaire ma condition. On a vu qu'il était un petit peu juste encore sur le Tour de l'Ain, donc je vais pas le propulser comme super favori des étapes pour puncher.
Mais je suis désolé, Patrick Lefebvre, a priori, Julien Lafilippe, moi je m'attends pas à le voir à 250%. Et à mon avis, dans sa tête, c'est Wollongong, hein, tout simplement. Et Gilou, alors toi, tu t'es d'accord avec Lefebvre ou pas du tout? Ah ouais, je suis complètement d'accord avec Lefebvre. Ah. Il va pas se servir d'une équipe belge pour encore aller nous piquer le maillot, alors qu'il est, il est déjà normalement dans la chambre de Wout van Aert, le maillot, on le sait. Donc voilà, non, objectivement, c'est logique s'il fait ce choix-là de préparer les mondiaux, et même si, dans sa tête, c'est ça qu'il veut faire, et c'est tout à fait logique, et personne lui en voudra. Mais j'attends rien de Julien, clairement. Sur le Tour de Wallonie, il gagne sur la montée. Julien Lafilippe, elle est faite pour lui, ils l'ont construite pour lui, sur une adversité qui était quand même pas non plus extraordinaire, et il a galéré à gagner, mais là il est pas en forme, tout simplement. Il va faire quelques coups d'éclat, il ira sûrement dans certaines échappées. Je m'attends un peu à ce qu'a fait Pinot sur le Tour, c'est-à-dire pas non plus être pouvoir faire sa vie, être tranquille, pouvoir aller où il a envie d'aller et faire ce qu'il a envie de faire sans devoir s'occuper tout le temps de Remco. Donc voilà, un peu un tour à la Pinot, je dirais. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, je suis d'accord sans être d'accord, parce qu'il y a quand même des étapes où il aura la possibilité de jouer, à mon avis, sa chance à la pédale. Je pense notamment à la 4e avec l'arrivée à la Guardia, où là en fait tu te rends compte qu'il y a assez peu de punchers parmi les meilleurs du monde. Il n'y a pas Van Der Poel, il n'y a pas Van Aert, il n'y a pas Pogacar. Bon, il y aura Roglic, qui évidemment sera un adversaire de taille en fonction de sa condition, mais en tout cas, Julien Lafilippe, il n'a pas à rougir. Oui, il a été un hater, mais bon, il est quand même capable sur ce genre d'étape, à mon avis, de la jouer à la régulière. Mais c'est vrai que avec cette forme-là, je suis pas sûr. Mais moi non plus, je suis pas sûr, mais je pense qu'il sera pas loin. C'est pour ça que je diffère un petit peu de Thibaut Pinot, qui avait absolument aucune chance de gagner à la pédale. Non, oui, bien sûr, mais c'est dans l'idée, tu vois, d'avoir un peu sa carte. Mais il le fera peut-être plus tard sur les étapes de montagne. Je pense qu'il fera aussi un petit peu comme il a fait sur le Tour de France 2020, des raids en se disant, je me donne à bloc, je fais du foncier et puis je me fais lâcher à 5 km de l'arrivée, c'est pas grave. Ça va énerver Lefebvre, il a raison, mais Alaphilippe, il a aussi raison de jouer sa carte comme ça, parce qu'il y a quand même un 3e mondial à aller chercher. Et je reviens juste 30 secondes sur ce qu'on a dit juste avant par rapport à Dely et Ewan. On se rend pas compte à quel point Arnaud Dely a été important aujourd'hui. Il a 3 fois plus de points que Caleb Ewan. Le ratio, c'est 3 fois. C'est 500, okay. C'est 500, 1500 à peu près. Donc, en fait, oui, j'ai mal regardé. Si la Lotto Soudal se maintient cette année, ils pourront dire merci et aller allumer un cierge, parce que Arnaud Dely qui marque autant de points, ça je pense que pas grand monde l'avait vu venir. Il est je pense, j'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'il est dans le top 10 mondial du World Tour cette saison. Ah, mais attends, j'ai son maillot à côté, voilà. J'aurais pas dû le lancer, je le savais. Voilà, justement pourquoi je voulais rien dire là-dessus. Tiens, on va en parler peut-être un petit peu d'Arnaud Dely dans la prochaine rubrique. C'est tout ce qui est à côté de la Vuelta, bien sûr. Le jingle, on attaque pas. Attaque de Pierre Rolland, encore une fois. Personne ne réagit. Et donc après le jingle, on va commencer par cette rubrique et par les Europes qui avaient lieu ce week-end avec la victoire de Fabio Jakobsen devant Arnaud Démare. La hiérarchie est tout simplement respectée, Jérémy Sakian. Jakobsen devant Démare, la hiérarchie est respectée. Je suis un peu déçu de Tim Merlier qui a mal joué le coup et qui a lancé de trop loin. Et je suis encore plus 20 déçu km de sprint, de la qualité du plateau, parce qu'il manquait beaucoup de monde. Il va falloir que Gilou m'explique pourquoi on n'a pas pris Philipsen, par exemple. C'est chiant les Europes. Gilou, on est d'accord, non ? Ouf, ouais, mais je vais vous dire, je n'ai pas regardé la course. Je me suis dit, je vais regarder en replay parce que voilà, je suis quelqu'un qui bosse. Et puis, en fait, tout le monde m'a dit, mais c'était tellement nul que non, surtout, ne t'inflige pas ça. Et par rapport à Philipsen, je pense, j'ai pas vraiment la réponse, mais c'était des questions de calendrier et les coureurs ne voulaient pas y aller. Et du coup, je pense que Philipsen n'avait pas forcément envie d'aller aux Europes. Et concernant le sprint de Merlier, Merlier, il a sprinté comme s'il était en grande forme, alors que c'est pas le cas. Ouais, et puis il a sprinté comme s'il était lancé 50 mètres plus loin, quoi. Il lui a manqué 50 mètres, alors que Merlier, normalement, c'est quelqu'un qui sait bien gérer ce genre de finale. Donc j'étais un peu déçu, mais victoire de Jakobsen, c'est la belle histoire. C'est probablement top 3 des meilleurs sprinters cette saison, donc il n'y a rien à dire. Et masterclass de la Squadra Azzurra. Ouais, l'Italie, bravo l'Italie, ouais. Qui a complètement lancé le sprint avant de s'effacer à 500 mètres de la ligne, il n'y avait plus personne. Superbe prestation, mais bon. Ils font 7 et 11 au final. Ouais, bravo. Non, par contre, Viviani qui a été gagné l'élimination. Ouais, voilà, derrière. C'est ça. Je vérifiais si c'était pas plus tard dans le conduit, mais Viviani qui a fait 200 bornes, qui fait top 10 et derrière qui est champion d'Europe de l'élimination, c'est quand même costaud. Et ça vaut le coup de faire les deux au même endroit en tout cas. Ouais, la Cofidis qui brille en ce moment avec la victoire de Guillaume Martin sur le Tour de l'Ain, de Alex Axel, pardon. Excusez-moi, mais je sais toujours pas son nom de famille par contre. Zinglé, t'es sûr ? Oui. Allez, il y avait un Belge qui s'appelait, c'était pareil. Oui, Romain Zingle. Ouais, je me rappelle de ça. Donc moi je vais dire Zingle. Et Victor l'a fait sur l'Arctic Race of Norway. Cofidis, c'est la 2e meilleure équipe française de l'année, derrière la Groupama FDJ sans contestation.
Bah si, on va pouvoir contester. Alors déjà, Victor Lafay, il a pas gagné l'Arctic Race, il a gagné une étape. Oui, j'ai les deux gagné voilà. une étape, évidemment. Bon. Oh, et il est tatillon. Hein. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression non, mais que, je suis tatillon parce oh là qu'ils là, ont- c'est- Non, il parce a qu'ils bossé, ont- il veut montrer qu'il a bossé. Non, alors justement, c'est pas ça. C'est juste que cette dernière étape, moi, j'ai pas compris ce qu'ils avaient fait. J'ai l'impression qu'on s'est complètement raté, qu'ils avaient pas les bonnes infos. Je crois que c'est Victor Lafay d'ailleurs qui le disait. On savait pas si les Knosun étaient devant, pas devant. Cofidis, Mec, moi, je suis. à chaque fois qu'il échappait, on sait plus qui Ouais. échappait. Je me C'est souviens, il ça. avait gagné. Ouais, on bah oui, pensait- ouais, ouais. À chaque fois, c'est un fantôme ce type. Non, est-ce que c'est la meilleure équipe française derrière Groupama FD? Je sais pas. Déjà, G2R a gagné sur le tour, donc dans le bilan, tu es obligé d'en tenir compte. C'est un peu la culture de l'instant, donc je me prononcerai pas sur cette question, mais j'ai pas été non plus étonné par rapport à la Cofidis. Ils sont là où ils doivent être. Là où j'ai été plus impressionné, c'était par Izagirre et par Geschke sur des courses sur le tour. Ils ont réussi à monter sur le podium, et ça, c'était pas forcément écrit d'avance. C'est pour ça que je disais ça. Au classement d'ailleurs, hein, si je regarde les points, Cofidis cette année 4965 points, Arkea Samsic 4952 et AG2R Citroën 4831. Donc ça se tient dans un Ouais, mouchoir ça de se tient, poche. ça se tient. Gilou, toi t'es plus Cofidis ou t'as préféré ou tu t'en fous carrément? Je pense qu'ils s'en foutent. Ah, je m'en fous, Ouais, comme de l'an complètement. 40. Ouais. Alors, Mais j'ai senti. J'ai senti. C'est pour ça Oh qu'on là va là. passer à Par la. contre, juste grosse dédicace à Axel Zing. Là, vous avez une vraie pépite. Il faudra bien le gérer, mais dans ce profil-là de finisseur en boss, un peu à la Ethan Hayter, un peu à la Quinten Hermans, dans ce profil-là, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce coureur. Et Il est obligé de il ramener des ex- Belges. Oui, c'est il ça, ex- c'est ce que je voulais dire. il explose un peu plus tard, on va dire, parce que maintenant, 23 ans, on pourrait même penser que c'est tard, mais une grosse pépite, et j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de faire sur les grosses courses, donc contre des grosses oppositions. Bon, on enchaîne avec la Polynormande, gagnée par Franck Bonamour. La grosse victoire cette saison de BNB Hotel. Enfin, ça prouve que Franck Bonamour, c'est un bon coureur, Jérémy. Il n'y avait pas besoin de gagner la Polynormande pour le prouver. C'était Ah le non, super mais combatif du tour l'an ouais. passé. Et c'est vrai que cette année, il a connu une saison plus compliquée. Il est lourdement tombé sur la Marseillaise en début de saison, donc ça casse les jambes. On l'a pas trop vu sur le tour, c'est vrai, il faut le dire. Mais gagner Il ce était genre au de tour, course- hein, fallait le Il savoir. était au tour. Écoute-le lui. Et Tim Wallens, il était au tour peut-être. Mais je... Oh Non, Oh là là. c'est top pour lui. Ça va lui donner plus de confiance pour la fin de saison et c'est une très bonne chose. Et la 5e place d'Arnaud Delis, hein, qui a couru à contre-temps pour regarder la fin de la Ouais, course. mais par contre, il a écrasé le sprint. Ouais. Hein. Il s'est pas posé de questions. En fait, il a s'est dit- essayé de sortir 10 fois avant derrière pour rentrer tout seul. Et c'est pas la première fois qu'il met un temps sur la ligne. Hein. C'est Lorena Vibos qui fait ça tout le temps chez les femmes. Et ben chez les mecs, c'est Delis. Dès que c'est une arrivée un petit peu difficile, bam, il met un temps sur la ligne aux autres. C'est un- Les points, les gars. Les points. Ouais, mais il y a les points encore une fois pour Arnaud Delis. Dernier petit truc qui est tombé il y a pas longtemps dans notre fuseau horaire, c'est donc Egan Bernal qui va faire le tour de Danemark, le retour des Ganito, le retour du Colombien. Ça fait plaisir. On va commencer par Gilou. Oh, trop bien, Ah, la, ok. la belle histoire. Je suis Blasé. trop content parce qu'en fait, on se rend pas compte il y en a encore, hein, la chute de Benoît, c'est dû à une voiture. Ça n'arrête pas, en fait, ça n'arrête pas. Tous les jours, il y a des nouvelles infos sur des coureurs qui se font faucher par des voitures, qui sont mal et qui ont leur carrière et leur vie en péril. Donc, trop bien. Je suis trop content de le revoir et j'espère qu'il fera bien et surtout qu'il prendra du plaisir et qu'il se remettra et qu'on le reverra en forme. Avec ambition de revenir en pleine forme l'an prochain. Jérémy, le retour d'Egan Bernal. Est-ce qu'on y croyait cette année? Je sais pas, mais en tout cas, il est là. Ça, non, par contre. Moi, je suis ravi de le revoir, mais j'ai aucune attente par rapport Ah oui. à des performances. Je suis juste ravi de le revoir. Juste par rapport à ce que dit Gilou, c'est vrai, grosse chute de Benoît. On est tous Ouais. attristés de ça. Par rapport à Bernal, lui, il faut quand même se rappeler que il n'a pas été fauché. Hein. C'est lui qui est rentré dans Oui, un bus qui oui, était pardon. arrêté. Donc Excusez-moi. là, pour le coup, c'était vraiment 100% sa faute. Et pour avoir vu l'image, elle est effrayante et c'est extrêmement beau de le revoir plusieurs mois après sur le vélo. Ouais, il a fait beaucoup. Mais faites quand même d'efforts. attention les voitures aussi. s'il vous Oui, il faut faire très attention. Après, Benoît, c'est pas le plus agile sur le vélo non plus. Hein. Ça décharge. Donc. Ça va être de sa faute, maintenant. Ah ben voilà. Il va Ça va revenir. être de sa faute. Hein. Il va être revenir pour donner un petit coup de main à Wout van Aert sur les Faudrait qu'il les fasse un classiques peu l'an de prochain. cyclocross surtout. Voilà, un peu de cyclocross. Si jamais Ouais, ça, ce Anthony serait pas mal, nous ça. écoute, bien sûr qu'il serait d'accord avec nous. Allez, on va accueillir un petit nouveau aujourd'hui, Bastien Tronchon, coureur d'AG2R Citroën. On l'appelle maintenant. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Il est né le 29 mars 2002, 20 ans seulement, quelques jours de course avec les pros et déjà une victoire. Bastien Tronchon est avec nous, bonjour.
Salut. Alors Bastien Tronchon, stagiaire chez AG2R Citroën et qui a remporté une très belle étape sur le Tour de Burgos. Est-ce qu'on réalise enfin, après quelques jours, qu'on a gagné chez les pros, alors même qu'on n'a pas encore cette tunique entière de professionnel? Ouais, c'est sûr que j'ai mis un moment, mais ouais, je commence à réaliser. Ouais, c'est quand même beaucoup de monde me le dit, que ce soit chez les professionnels ou chez les amateurs, c'est incroyable et ouais, je pense ça comme une chance d'avoir gagné à Burgos. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Parce que, alors pour revoir un petit peu la course et pour expliquer aux gens, tu étais dans l'échappée, rattrapé ensuite par le Pavel Sivakov explosif du moment, et ensuite tu arrives à rester dans sa roue jusqu'au bout. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ça y est, je vais gagner une étape, ça y est, je touche du doigt mon rêve? Bah, même pas forcément, parce que j'étais tellement concentré sur ce que j'avais à faire pour protéger Clément Champoussin, ou vraiment, le travail à Burgos, c'était vraiment pas de gagner à ce moment-là, quoi. Surtout étant stagiaire, que j'y ai même pas trop pensé. J'ai dû commencer à y penser à 5 km de l'arrivée, quoi. Donc voilà, j'étais resté vraiment concentré jusqu'au bout et tout ce qui m'importait, c'était de tenir dans la route Pavel, quoi. Bastien, justement, par rapport à ce final, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'as géré? Parce que Sivakov, bon, il courait pour le classement général, donc on se doutait qu'il allait en faire plus sur les derniers kilomètres. Est-ce que vous vous êtes parlé? Vous avez échangé quelques mots? Est-ce que ton directeur sportif t'a dit laisse-le faire le boulot, il va t'amener sur un plateau? Comment ça s'est passé? T'as proposé de l'argent à Pavel Sivakov pour gagner, voilà, ça se fait à l'ancienne, mais bon, je sais pas si ça se fait encore maintenant. Non, il n'y a pas eu tout ça. Et à vrai dire, je me suis pas trop posé de questions parce que j'avais personnellement aucun intérêt à rouler, sauf si vraiment le groupe derrière allait rentrer vraiment vite. Mais voilà, derrière moi, il y avait Clément Champoussin dans le groupe de derrière qui jouait le classement général aussi. Donc j'avais pas à rouler. Et Pavel jouait le classement général, moi la victoire d'étape. Donc c'était une nouvelle raison de pas rouler tant que le groupe de chasse se rapprochait pas trop. Donc au final, je me suis pas trop posé la question. C'est sûr que dans l'oreillette, ça fumait un petit peu aussi, quoi. Donc Nicolas Guillet me disait que j'avais clairement pas roulé. Donc voilà, c'était clair dans ma tête. Et puis dans les derniers kilomètres, je lui avais dit que je roulerais avec lui après la dernière bosse, mais il a préféré m'attaquer pour se débarrasser de moi. Mais pas de chance pour lui, je suis resté accroché à sa roue. Donc voilà. Surtout que tu reviens d'assez loin cette année avec une lourde chute au mois de mai dernier, si mes souvenirs sont bons, fracture de la clavicule et du poignet, et tu n'as pas repris il y a très longtemps en plus. Ouais, c'est ça, j'ai préféré reprendre tranquillement. Ouais. Ma fracture, c'était le 18 mai sur la deuxième étape du Tour du Loiret, et après j'ai préféré reprendre tranquillement par des stages avec l'équipe, stage montagne, stage foncier. Et voilà, j'ai repris la compétition 2 mois après, donc je pense que sur la fin de saison, ça ira de mieux en mieux quand même. Bah, c'est plutôt pas mal déjà pour cette fin de saison. Bon, il y a quelque chose qu'on a envie de savoir, nous pauvres amateurs, c'est quand on est stagiaire et qu'on arrive chez les pros, on prend son vélo, est-ce qu'on se dit qu'on va arriver à tenir dans le peloton? Est-ce qu'on se dit qu'on va pouvoir, comme tu l'as fait, jouer la gagne avec des coureurs professionnels? Comment on se sent en ce moment-là quand on fait ses premiers tours de roue chez les grands? Ouais, c'est sûr que surtout que j'ai pas attaqué sur une petite course. La Tour de Burgos, c'était le tour de préparation de la Volta. J'aurais eu des raisons de m'inquiéter un petit peu, mais j'ai eu la chance d'être en chambre avec Valentin Antaillot, qui était déjà stagiaire l'année dernière avec l'équipe. Donc voilà, il m'a quand même bien rassuré, et au final, voilà, c'est pas trop mal passé. Et ça fait quoi d'être stagiaire? Alors explique-nous un petit peu à nous et aux auditeurs. Qu'est-ce on est maintenant, on est avec les pros pendant la fin de l'année. On a un bisutage en arrivant, je sais pas, quelque chose comme ça? Non, pas de bisutage, mais franchement, j'ai été super bien accueilli. Je pensais pas que j'allais être aussi bien accueilli, que ce soit par les coureurs ou par le staff. Donc ouais, c'est sûr que comparé à chez les amateurs, ça change beaucoup de choses. Tout est optimisé et on a presque plus qu'à pédaler. Donc non, voilà, c'est vraiment super et je suis content d'être stagiaire dans cette équipe. Et du coup, tu suis aussi les entraînements? Tu t'entraînes avec eux, ou est-ce que juste tu fais les courses avec eux, il y a un aller-retour, ou vraiment tu es 100% avec eux?
Non, pour l'instant, je suis toujours entraîné par mon entraîneur de Chambéry, mais je cours, je fais des courses avec eux. Normalement, après, j'irai sur le Tour du Limousin et le Tour de Vendée. Et donc oui, tu le disais, tu es en formation à Chambéry Cyclisme, le centre de formation d'AG2R Citroën. Et en plus, tu es de Chambéry, tu es un homme du cru. Est-ce que tu vas pas devenir le nouveau chouchou de cette équipe ? Bah, moi, ça m'irait bien, ouais. Donc, ouais, c'est sûr que je suis Chambéry, c'est toujours l'équipe qui est à côté de la maison, quoi. Je dois être à 2 km du service course, je suis chambérien, donc voilà, j'avais à cœur d'arriver ici, et puis on verra après ce qui se passera par la suite. J'ai notre consultant belge qui vient de se réveiller pour te poser une petite question. Est-ce qu'il m'entend bien? Bonjour Bastien, déjà, première chose. Bonjour. Moi j'ai une question pour toi, je suis ici sur Pro Cycling Stats et je vois que tu fais du cyclocross aussi. Est-ce qu'on aura de la chance de te voir sur une course en Belgique en cyclocross cette saison, cet hiver? Ouais, ça se pourrait, en fonction de la liberté que j'ai à faire du cyclocross. C'est sûr que moi, l'hiver, j'aime bien varier les disciplines, que ce soit en course à pied ou en cyclocross. Donc, je pense que je m'alignerai sur quelques Coupes de France et pourquoi pas un cyclocross en Belgique. Ouais, tu auras peut-être l'occasion de le voir, Gilou. Deux dernières questions encore, Bastien. C'est sur ton profil. Parce qu'on te connaît assez peu et on t'a encore vu très peu courir, même si tu as déjà gagné. Plutôt grimpeur, puncher, vers quoi tu te diriges? Parce que tu as l'air de bien passer les bosses, on l'a remarqué, mais peut-être que tu as des qualités que l'on ne connaît pas encore. Étant savoyard, je pense que j'ai pas trop le choix de bien passer la bosse. Mais je dirais que mes qualités, elles sont plutôt sur mon punch, ouais. Après, pour l'instant, je passe partout et j'en profite au maximum. Mais je dirais que les courses qui me vont le mieux, c'est les courses difficiles où il y a besoin de punch. Bon, on a une dernière question à poser. On la pose souvent aux coureurs en fin de contrat ou qui n'ont pas encore de contrat. C'est signé ou pas avec AG2R Citroën? Est-ce que c'est bon? Ils ont vu que tu as gagné, ils ont fait bon, allez, hop, celui-là, on le signe. Ce que j'ai vu pour ton coéquipier, Retailleau, c'est fait. Valentin, c'est fait, si j'ai bien compris. Valentin, c'est fait, mais toi, on ne sait pas encore. Tu restes encore une année à Chambéry, tu veux passer chez les pros. Bon, évidemment, les secrets restent les secrets, mais bon, aiguille-nous un petit peu. Il va te répondre, non, j'ai pas envie de passer chez les pros, vraiment, j'arrête. Non, pour l'instant, il y a rien de signé. Ouais, c'est en discussion. Et, voilà, il me reste une année d'études à faire en STAPS, donc c'est en discussion. Puis on est en train de réfléchir à ce qui serait le mieux pour moi, mais je me suis quand même bien rapproché de l'équipe. Ouais. Bon, on rappelle que tu as 20 ans encore, tu as le temps pour parfaire ta formation si tu passes pas directement chez les pros, mais au moins tu as montré que tu avais le niveau. Et ça, c'est le plus important. Ouais, peut-être que Sivakov va te réclamer chez Ineos aussi. Oui, c'est vrai. Vu que tu roules un petit peu pour lui, peut-être que Sivakov va te prendre comme équipier de luxe chez Ineos. On va en discuter, on l'appellera. On verra avec lui, ouais. En tout cas. Vous l'appellerez, mais je suis pas certain quand même. Je pense qu'à son goût, j'avais pas assez roulé pour lui. Il avait qu'à pas attaquer aussi, Pavel. Il était trop gourmand. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bon, on te garde encore 2 petites minutes parce qu'on a une rubrique à la fin, c'est des questions rapides, réponses rapides, du second degré, parfois pas, des fois c'est sérieux. C'est Jérémy Sakian qui va nous le dire juste après ça. Okay. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. La giclette de Jérémy Sakian, donc il va reprendre la main et te poser les questions. C'est parti. Giclette plutôt sérieuse aujourd'hui parce qu'on a envie d'en apprendre plus sur Bastien. Presque déçu, sois sérieux. Excuse-moi Gilou, le quiz n'est pas pour toi, c'est pour Bastien. Alors Bastien, est-ce que tu peux nous parler de ton idole de jeunesse dans le cyclisme? Mon idole de jeunesse. Si, t'en as une évidemment. J'aurais dit Julien Lafilippe. Ah. Au final, ça pourrait être mon idole de maintenant pour un cycliste de mon âge, mais mon idole de jeunesse, c'est ça. D'où les qualités de puncher que tu nous disais tout à l'heure. Je pense que ça peut assez coller entre vous deux. Bastien, quel est le coureur qui t'impressionne le plus chez AG2R? Qui m'impressionne le plus bonne question. Quelqu'un avec qui tu as partagé quelques tours de roue ou alors avec qui tu as regardé Je dirais Valentin Paré-Peintre qu'il arrive à s'accrocher sur les courses plates malgré son gabarit assez exceptionnel.
Gilou qui attendait Van Avermaet est très C'est déçu. ouf, hein, j'aurais gueulé, je lâchais mon polo direct. Bastien, alors à part Valentin que tu connaissais déjà, Valentin Retailleau, celui avec qui tu as tout de suite sympathisé chez AG2R dans le groupe pro, c'est qui? Et Benoît Cosnefroy. Ah, intéressant. Il aussi, un peu de punch. Lui aussi. Le message le plus improbable, celui auquel tu t'attendais le moins, que tu as reçu après ta victoire, il émanait de qui? Emmanuel Macron qui a décidé de décrocher le téléphone. Non, je rigole. Non, quand même pas. Le message le plus improbable. Je saurais pas vous dire. On imagine que tu as dû en recevoir quelques-uns quand même. Ouais, c'est sûr que j'en ai reçu beaucoup. J'ai même pas pu tous les ouvrir. T'en as reçu un Johan Tritz qui a dit viens vite dans le podcast, on veut te rencontrer. Non, ça j'ai contacté directement les attachés de presse d'AG2R. J'aurais pas embêté directement Bastien. Merci à eux d'ailleurs d'être assez disponibles. Ouais, t'as bien fait parce que c'était pas sûr que je passe devant ton message. Bon, t'en as reçu trop. À 10 unités près, combien de fois t'as revu ton arrivée gagnante? Ouais, une vingtaine de fois, je dirais. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est normal. Ouais, je pense qu'il faut en profiter. Hein, se voir lever les bras à la télé, c'est pas mal quand même. Oui, en plus, c'était sur une chaîne publique, pour le coup. Dernière question, ton plus grand rêve pour la suite de ta carrière, ce serait quoi? Une victoire, une signature dans une équipe, porter un maillot si t'en avais qu'un à formuler, ce serait lequel? Ce serait de lever les bras un maximum de fois dans ma carrière. Et ben voilà, tout est dit, j'ai l'impression. La fin de la giclette de Jérémy Sakian. Tu n'as pas encore signé l'an prochain, c'est pas encore Chambéry Cyclisme Formation ou peut-être AG2R Citroën Team. On verra bien l'année prochaine. Nous, on va parler du mercato, mais du coup, on va s'arrêter avec toi, Bastien. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous pour en découvrir un peu plus. Et encore une fois, félicitations pour cette magnifique victoire. Oui, et de ce qu'on a vu, on n'est pas trop inquiet pour la suite de ta carrière. Oui, ça va. Ouais, pas de problème. Merci à vous. Hein. Merci, Bastien. Et à très vite. Au revoir, Bastien. Bonne course. Salut, au revoir. félicitations. Et donc, je le disais, fin de Bastien Tronchon et début du mercato. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! On va donc parler de cette période particulière dans le cyclisme à partir du 1er août. C'est parti, on peut dégainer. Et il y a eu pas mal de changements depuis 15 jours maintenant. On va d'abord parler des gros coups de ce mercato ou des gros coureurs en fin de contrat ou des grosses équipes, je sais pas encore trop. Alors, j'ai mis plein de choses. Si tu cherches des gros coureurs, il y a Christophe qui va chez Unox. C'est vrai d'ailleurs. Je l'ai pas noté dans tout ça, mais on pourra en parler évidemment. Vous me dites si vous avez des trucs que vous avez vus passer et qui vous donnent envie d'en parler. Moi d'ailleurs, je voulais parler d'abord, d'Ineos, parce qu'il y a un gros chantier chez Ineos, puisque en fin de contrat, Richard Carapaz, Adam Yates, Van Barle, Martinez, Carlos Rodriguez le sont, et arrivée possible de Roglic. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Ineos avec ce mercato, Jérémy Sakian? Bonne question. Déjà, tu deviens manager, c'est pas mal. Ouais, je deviens manager. Dave. Moi, je pense que j'essaye déjà de garder Carapaz parce qu'il t'amène quand même pas mal de garanties. Adam Yates, c'est moins sûr. Puis, est-ce qu'il a pas envie de retourner courir avec son frère? Je sais pas. Van Barle, je sais pas si Gilou a les dernières infos, mais j'entendais parler de Van Barle chez Yumbo. Vu qu'on manque un petit peu de quasiment fait, non? Il me semblait. Ouais, j'ai vu ça aussi. J'ai vu ça. Pour moi, c'est quasiment fait ça, je pense. Martinez, j'ai pas vraiment d'avis parce qu'il m'a vraiment déçu sur le tour et que est-ce que ce serait pas aussi quelque part peut-être plus un coureur de classique ou de course d'une semaine? Rodriguez, il faut le garder. Rodriguez, il est en train de confirmer. Et l'arrivée possible de Roglic, ma foi, si Roglic n'a pas envie de travailler dans l'ombre de Vingegaard, ce serait une très bonne chose pour les deux. Surtout qu'il y a le salaire en moins de Richie Porte qui prend sa retraite, qui a pris d'ailleurs sa retraite, je sais plus est-ce qu'il en est exactement, Richie Porte. Je sais pas s'il va faire encore des courses, je sais que c'est à la fin de l'année, mais est-ce qu'il court encore, je sais pas. Bref, Gilou, toi tu fais quoi dans tout ça? Parce que Carapace annoncé notamment du côté de la Movistar, pourquoi pas Damietz pour revenir chez Back & Change pour retrouver son frère une nouvelle fois, Van Barle chez Jumbo, voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu fouillis. Tes managers, tu fais quoi? Moi déjà, le plus important pour moi, c'est d'écouter les coureurs et d'écouter ce qu'ils ont envie, dans le sens où un coureur qui n'a pas envie d'être là, et tu ne sauras rien en faire. C'est comme au football, si le joueur n'a pas envie de jouer, sincèrement, ça sert à rien. Donc, écoutez d'abord les coureurs. Pour Adam Yates, j'ai aussi l'impression que c'était déjà fait. Moi, c'est Bike qui retournait avec son frère, ils savent pas faire l'un sans l'autre. Ils ont essayé, ça ne marche pas. Et ils ne savent pas faire l'un sans l'autre. Et concernant Primoz Roglic, moi, je suis complètement d'accord. Le win-win a l'air quand même assez flagrant sur
sur Primoz Roglic. Donc moi je prends Primoz, je garde Carapaz aussi et je laisse les coureurs faire ce qu'ils veulent et surtout écouter les coureurs tout simplement. Moi je garde pas Richard Carapaz, je laisse aller leader ailleurs et du coup je remplace par Roglic tranquillement. Et après il y a en fait c'est ce que disait d'ailleurs, je ne sais plus qui dans l'équipe, que maintenant il faut faire aussi en sorte de faire éclore tous ces jeunes coureurs qui sont là. On parle de Carlos Rodriguez, de Luc Plac qui va être sur la Vuelta. On a aussi les Sivakov, des Tao Gegenhardt qui sont là. Et on a peut-être envie de leur donner un petit peu de... Il y a le petit frère. Le petit frère. Eh oui, il y a Léo Hater. Il y a le petit frère qui va arriver aussi. Qui vient d'arriver, le frère d'Ethan Hater. Mais voilà, il y a quand même de quoi faire. Donc moi... Mais ce qui est important, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est le côté anglais, je pense. Adam Yates c'était surtout là aussi pour ça, pour avoir un leader anglais dans son équipe, c'est hyper important pour eux, on le sait. Là, voir ce qu'ils vont faire avec Pidcock aussi, de quelle façon ils vont utiliser Pidcock, est-ce qu'ils vont en faire un coureur de grand tour? On a vu qu'il était quand même capable sur 3 semaines de faire des choses. Et je disais, l'arrivée du frère Hater qui a quand même signé jusqu'en 2025 normalement, donc on a le temps de voir venir, mais c'est ces questions là aussi qui vont devoir être posées de quels vont être le rôle des coureurs en fonction des courses et de ce qu'ils veulent en faire. Geraint Thomas n'est plus tout jeune non plus, donc voir aussi, il n'y a pas de place pour tout le monde et il faut pas trop s'éparpiller non plus, je pense. Voilà pour Ineos qui pourrait pourquoi pas accueillir Primoz Roglic, donc Primoz Roglic qui partirait de la Jumbo-Visma, tout comme Tom Dumoulin qui prend sa retraite à la fin de la saison, et l'arrivée possible de Wilco Kelderman, de Tim Arensman ou Van Barle, on le disait tout à l'heure. Bon, par rapport à ce mercato, finalement, maintenant qu'on a Vingegaard, est-ce que vraiment il y avait mieux à faire ou est-ce qu'il y a mieux à faire? Est-ce qu'il faut garder Roglic ou pas chez Jumbo? C'est la question qu'on se pose parce qu'il va aussi avoir envie de gagner le Tour de France, Primoz. Oui. Ça reste une perte, quoi qu'il arrive. Évidemment, Roglic, tu peux pas le remplacer comme ça. Ou alors tu prends Carapace. tu fais un échange. Alors là, j'aimerais bien voir ça, mais bon, pourquoi pas. Non, maintenant on va jouer 100% Vingegaard. J'ai l'impression que c'est la logique. C'est le plus jeune des deux. Il a gagné le Tour, donc il n'y a plus ce blocage psychologique. Là, les 3 noms que tu me donnes, Kelderman, Arensman, Van Barle, c'est intéressant. Chacun dans leur domaine. Ce sont des grosses recrues possibles. Après, comme s'ils n'en avaient pas assez pour rouler en montagne la Jumbo. Silou, toi, sinon, par rapport à ce mercato de la Jumbo, là, si ça fait Van Barle, dans les classiques, par contre, là, c'est une boucherie. Mais sinon, le reste, ça reste assez classique, quoi. Ouais, attention quand même à ne pas trop miser tout sur Vingegaard non plus, dans le sens où là, si tu perds Primoz, numériquement, il va pas être remplacé parce qu'un coureur et un leader de cette qualité qui t'apporte ces confirmations sur 3 semaines, il y en a pas forcément de dispo. Donc attention à ça, c'est ça qui me fait peur et essayer de tout faire pour bétonner, pour garder Wout, parce qu'il y a des équipes qui sont là et avec des gros budgets qui sont prêts à être mis pour récupérer Wout, voilà. Non, t'as des infos toi, mais Van Aert il est pas en fin de contrat. Mais non, il est pas en fin. Non, mais même pour plus tard. Il y a UAE qui lorgne très fort sur Wout van Aert. Ouais, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui veulent lorgner sur Wout van Aert. Oui, mais objectivement, il y a peut-être que eux qui pourront le payer et lui offrir ce qu'il a envie. Ou alors Alpecin pour faire le duo avec Mathieu. Ça, je n'y crois pas. Non, du tout. Moi non plus, j'y crois pas, mais juste parenthèse, ça te ferait plaisir ou pas? Ça pourrait être drôle. Non, ça serait pas. De toute façon, ils sont dessus. Il y en a qui kifferaient de voir Messi et Ronaldo jouer ensemble. Moi, je trouve que des rivalités, c'est fait pour rester des rivalités, quoi. 2024, j'ai pas envie de les voir dans la même équipe. 2024, la fin de contrat d'Wout, donc on en reparlera tranquillement. Oui, on a encore le temps. Voilà. C'était comme ça. C'était comme ça. C'était juste pour placer Wout. Il faut quand même bien passer son nom dans le podcast. Oui, évidemment. Non, mais Kelderman, au passage, Kelderman qui est donc néerlandais, et en fait, c'est pour objectif de remporter un grand tour avec un néerlandais dans une équipe néerlandaise. Voilà. Mais c'est important, hein. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait avec Adam Yates du côté d'Ineos pour les sponsors. C'est hyper important et c'est pas pour rien que du côté de Quick-Step, on voulait absolument Merlier parce qu'il fallait un sprinter belge dans l'équipe pour ça. Il faut quand même se rendre compte que l'argent vient des sponsors. Les sponsors, souvent, ils vont être dénichés dans les pays et du coup, il leur faut des images de marque et des coureurs à qui se référencer. Et c'est ça aussi. Dans les clubs de foot, on veut les Liégeois, on veut voir des Liégeois jouer au Standard de Liège. Et c'est comme ça, et ça va aussi dans le cyclisme en fait. Merci pour la comparaison. J'avoue que seuls quelques habitants de Liège auront évidemment. Il a l'impression que le Standard de Liège c'est le Barça. Bah oui, c'est ça. mais on vit avec nos moyens, c'est compliqué pour le moment. Savoir que ça ne c'est pas la joie. Oui, la Movistar, tiens, avant de passer à Quick-Step, la Movistar qui va devoir laisser partir Valverde à la retraite. Enfin, on sait-on jamais, hein, il peut remplir pour 10 ans encore. Rebellin roule toujours. Ouais. Oh, j'étais sûr qu'il allait parler de Rebellin, j'aurais pu l'écrire.
Les noms pour le remplacer, Richard Carapace, donc on ne sait pas trop pour l'instant entre la prolongation chez Ineos et donc un retour chez Movistar. Quintana, alors a priori c'est plus vers une prolongation. Ouais, et Landa aussi, non, et peut-être Marc Soler aussi. Comment ça se passe? Ils sont pas dedans. Voilà. Non, mais sinon on reprend tous les anciens et puis on se casse pas trop la tête au mercato. On dirait l'OL. C'est vrai ça. Alors Tolisso, Lacazette. Non, mais Carlos Rodriguez. Voilà, ce sont les noms qui sont annoncés pour la Movistar. Encore faut-il savoir s'ils vont rester ou pas. Du côté du World Tour, étant donné qu'ils sont en grosse balance là, en ce moment. Voilà, rien de Oui, rien de fou. moi je sens pas. J'ai l'impression que ça sent pas très bon quand même pour Movistar. Et Enric Mas a pas intérêt de se planter sur la Vuelta parce qu'on fait all-in sur la Vuelta. Ouais, je sais. C'est soit victoire dans la Vuelta, soit tu sautes. Non, bon, peut-être pas, mais bon, il faut au moins faire podium. Quick Step, tiens, tu en parlais avec l'arrivée de Merlier pour le départ de Cavendish. Voilà, Patrick Lefebvre, encore une fois, lui, il s'en fout complètement. Il dit on fait arriver un petit jeune belge et on fait partir le Britannique un peu vieux. C'est ce qui s'est passé. Très jeune, quand même, Merlier. Bon, ça Il a va, la par rapport à trentaine, Cavendish. il a 30 ans. Non, Merlier. Oui, d'accord, mais il a 29 ans, Merlier, c'est pas du tout jeune. Ça reste. Non, je veux dire plus jeune, quoi. Voilà ce que je veux dire. On fait rajeunir un peu. Ouais, mais enfin bon, il joue pas le maillot blanc. Hein. Il récupère, il est intelligent parce que finalement, il récupère le maillot de champion de Belgique aussi, hyper important. Donc, encore une fois, Lefebvre voulait, il l'a eu. Ouais, et en plus, c'était pas prévu parce qu'ils ont commencé à discuter avec Merlier bien avant qu'il gagne les championnats de Belgique. Et du côté d'Alpecin, rappelle-toi, on voulait quand même plus faire gagner Philipsen. Hein. Donc après, il s'est passé ce qui s'est passé sur ta kermesse de village là, mais c'était pas du tout. C'était un super. Déjà, première chose, déjà, tu ne me tutoies pas. Tu ne me tutoies, nous ne sommes pas amis. Non, mais déjà, c'était une super course. Mais il faut savoir que, vraiment, comme je dis, Lefebvre a aussi demandé à Arnaud Dely, bien évidemment, mais qui a été bétonné complètement chez Lotto. Magnifique. Il en restait plus qu'un dispo parce que Philipsen ne voulait pas partir. Il restait Merlier et ils l'ont pris. Mais je pense qu'il va encore passer un step, Merlier, quand il sera chez Quickstep. Et rapidement. Ça sera un quick step. Allez, on enchaîne. Ouais. Wow. On sent quand on n'y connaît pas là. Il faut abaisser le niveau. En tout cas, dans toutes les langues, il y a des blagues notamment. Et les meilleures questions, si on l'a vu sur le Tour de France féminin en anglais, là, c'était. C'était largement dessus, il faut le dire. Ouais, j'étais bien. Allez, on enchaîne. On a avec. même pas parlé du podium de Lippert, quoi. Franchement, c'est vraiment un podcast. Deuxième du Tour de Scandinavie. Derrière Cécilie Outrup-Ludwig, notre chouchou ici, on va pas se cacher. Exactement. DSM, où tout le monde se barre, voilà, donc pas grand chose à dire, mais c'est juste, je voulais juste le noter. Bardet, vraiment, il va être tout seul l'an prochain. Pedersen, Craig Andersen, Arensman qui est sur le départ, Kisbol aussi. Allez, hop, tout le monde se barre. Tout le monde se barre tous les ans, et chez les hommes comme chez les femmes. Donc je comprends pas. Je comprends pas comment ça se passe dans cette équipe. Il y a un vrai problème. Surtout qu'ils sont encore là parce qu'ils ont marqué de gros points avant, mais au bout d'un moment, ça va commencer à être assez compliqué. Bardet qui voulait sortir un petit peu de son train-train quotidien pour aller dans une entre guillemets grosse structure. On rappelle que la DSM c'est Sunweb avant, c'est ça. C'était Marc Hirschi, Michael Matthews. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour le DSM, voilà, je voulais le noter. UAE, alors très important le mercato du UAE chaque année. On a Tim Wellens qui n'était pas sur le Tour de France. Ah si, il était. Oui, il était là, pardon. Et Großschartner, est-ce que c'est assez pour concurrencer la Jumbo, ça ? Non. Voilà, merci. C'est pas assez, mais ce sont de bonnes recrues, de bons coureurs. Maintenant, si je suis à eux, peut-être je m'intéresse à des coureurs qu'on a cités un petit peu plus haut. Tu vois, parce que je vois du Adam Yates, du Richard Carapace, ces mecs-là, si tu les blindes en disant tu viens, mais tu fais le coéquipier, là, Pogacar, il a du renfort. J'ai rien contre Großschartner et Tim Wellens, mais ce sont de bons coureurs, ce sont pas des cracks. C'est une grosse surprise de voir Tim Wellens ici, Gilles, non ? Moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait pourquoi ? Je pense que c'est pas ouf en interne chez Lotto, je pense. Là, il passe. Wellens a quand même été pendant longtemps l'image de cette équipe, un peu comme de Gent. Et là, qui s'en aille, c'est quand même curieux. Peut-être qu'il avait besoin aussi de quelque chose d'autre. Il était peut-être trop dans une zone de confort du côté de la Lotto. C'est un gros bosseur, Wellens, mais je pense que ils le prennent pas forcément dans l'optique des grands tours. Wellens ou des Pogacar, il y a d'autres courses dans la saison que les grands tours. Ouais, alors il faut le prendre pour janvier-février en général, Tim Wellens. Après mars, c'est terminé. Oui. Il est allergique. Il est très très fort au cyclocross des Red Bull. Il est allergique aussi après quand il y a le pollen, c'est terminé. Voilà. Pour Tim Wellens. Les dernières équipes que j'ai noté, peut-être vous en avez d'autres, mais voilà que j'ai noté en gros pour l'instant pour les transferts, c'est le recrutement, les recrues XXL d'Alpecin. On a Caden Groves pour remplacer Tim Merlier, Craig Andersen, Quinten Hermans, voilà, il y a du lourd là pour Alpecin, c'est pas mal. Oui, alors Groves, c'est un pari pour remplacer Tim Merlier aujourd'hui. C'est costaud, hein. Non mais c'est costaud, mais enfin tu perds Tim Merlier. Tim Merlier, c'est
c'est top 5 meilleur sprinter du monde. Groves, tu fais un pari. Bon, il te reste Philipsen. Donc tu vas donner 100% du leadership sur les sprints pour Philipsen. J'entends Gilou qui gueule, non, c'est pas un bon mercato. Je comprends pourquoi il dit ça. Ça me fait chier pour les cyclocross. Parce qu'Alpecin a dévalisé toutes les pépites du cyclocross belge. Donc là, on parle de Quinton Hermans, mais il y a aussi tout un tas de jeunes, Verstring, etc. Van de Bosch. Voilà. Ça fait chier. Par contre, si tu te mets à la place de Mathieu Van Der Poel, tu vois arriver Krag Andersen et Quinton Hermans, tu te dis, je vais me sentir un petit peu moins seul sur les classiques. C'est vrai. Le dernier point, moi, que je veux développer par rapport à Alpecin, c'est qu'encore une fois, on ne s'intéresse absolument pas au classement généraux des tours. Et ça, c'est forcément une limite pour te développer, pour grimper dans les classements. On fait pas du tout du Tour de France, du Tour d'Italie, des tours d'une semaine une priorité. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que tu as ce qu'il faut pour briller sur les classiques. Maintenant, tu pourras aller voir un petit peu au-dessus. Mais c'est ce qu'ils ont fait pendant un petit temps. Hein, les Quick-Step, très 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 longtemps, n'en a pas eu grand-chose à cirer des grands tours. Ils ont essayé avec Uran, ils ont un peu essayé avec Mas, mais là, ils entament un changement parce qu'ils ont Remco. Mais si Remco n'était pas là, je pense qu'ils continueraient dans cette optique-là aussi. Hein. Après, c'est un rêve. Le Fever, c'est un rêve de remporter un grand tour. Voilà, ce sont des choses qui font rêver et qui font rêver les gens. Donc Alpecin, pour être un peu plus populaire. Non mais le Fever, il a quand même tenté. Là, il a donné 2-3 noms, mais tu peux rajouter des mecs complètement lunaires. Il y avait eu du Rorano, il y avait eu du Pécharoman, des mecs. Oui, c'est une époque que je ne peux pas connaître. Ouais, bon, si tu travailles, tu te renseignes. Tu fais comme Anthony, tu vas sur tu connais un peu la carrière d'Eddy Merckx, c'était pas né, donc ça, ton excuse, elle tient pas. Je suis désolé, Gilou. Je t'avoue que c'est une grande lacune que j'ai. Je ne connais pas très très bien la carrière d'Eddy Merckx. Il a tout gagné, donc voilà, t'as pas de question. Il est sur tous les podiums. Non, mais pour moi, c'est une déception. Alors qu'ils aient fait la razzia en cyclocross, c'est un problème. Oui, je suis dégoûté. C'est un problème surtout pour la structure Intermarché, Tormans, etc., qui s'est fait lessiver. Mais en fait, Kessel, il va se sentir un petit peu seul. Un petit peu tout seul, mais on n'est pas là pour parler cyclocross en l'occurrence. Et en tout cas, pas encore. Il reste encore un bon mois avant que ça reprenne. Pour la route, ce sont des belles recrues. Mais remplacer Tim Berlier, attention, c'est quand même un mec solide. Moi, j'aime beaucoup ce Groves là. Je trouve plutôt fort. Attention, je suis avec d'accord. un bon train. Voilà. Pour les équipes françaises, on va essayer de passer le plus rapidement possible parce que comme d'habitude, on a pris du retard. Oui. Il y a encore un gros truc à dire juste après. Il y a quand même le gagnant de la Flèche Wallonne qui change d'équipe aussi. Ah, Dylan Tun. Ouais, mais là c'est effet immédiat et c'est un peu bizarre comme transfert. Oui, ils font. Faites comme vous voulez, changez avec avant le Tour de France. En plus. Changez avant le Tour de France. Faites vos petits mercato avant et n'en parlez plus quoi. C'est un MPG ce truc. C'est un peu particulier comme mode de fonctionnement. Ouais, mais du coup Etons qui est parti chez Israël et donc va essayer de marquer des gros points pour Israël parce que très très mal embarqué pour le World Tour 2023. Donc c'est la 20e équipe mais à 1000 points je pense de retard quasiment. Pour les équipes françaises, donc la fin de Quintana chez Arkea c'est possible, l'arrivée de Champoussin voilà pour Arkea Samsic. Bon même si Quintana pourrait rempiler pour Arkea. Il ne devrait pas y avoir trop de changements, voilà, ça dépend de Quintana. Je sais pas, moi tu me l'as vendu chez Movistar Quintana. Mais ouais, parce que alors pour tout vous dire, parce que j'ai évidemment un petit peu lu la droite à gauche ce qui se passe, et du coup Quintana normalement devrait rempiler, mais si Quintana ne rempile pas, possibilité de voir un petit Carapace, essayer de tenter un Carapace. Chez Arkea ? Oui, bien sûr, c'est ce qui est écrit dans les médias, différents médias. Apparemment, il y a Nico Luanti qui va faire Pogacar aussi. Voilà. Voilà. Non mais attendez, on a la même blague au même moment, ça me rassure pas. Hein. Moi je vous dis ça, voilà, je vous donne des petites billes, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, donc, passons. On va partir du principe que Quintana il reste. Il faut qu'on attaque BNB parce que c'est quand même ça le gros dossier. Ouais, le gros dossier donc BNB Hotel avec le nouveau sponsor de la ville de Paris. On en parlait tout à l'heure de Cavendish, Marc Cavendish, de Kissball, de Singeldam, donc pas mal de Singeldam. Ouais, ok, je me suis trompé. Donc des sprinters et donc pour la fin de carrière de Marc Cavendish, BNB Hotel, ça vous plaît ou pas les recrues? De toute façon, quand tu es une structure comme ça, même si tu as un peu d'argent, c'est difficile d'avoir. Non, alors il y a 2 points. Est-ce que si tu prends Cavendish pour t'assurer une place sur le Tour de France avec tout le storytelling autour d'Eddy Merckx, tu sais que tu y seras pour la question du record. Et Christian Prudhomme veut le voir. Dans ces cas-là, évidemment, c'est une bonne recrue, même s'il ne te met pas un pion, puisqu'il t'assure ta place. Est-ce que par contre, si tu exploses ton budget de manière exponentielle par rapport à cette saison, et que tu as la possibilité de faire de très gros coureurs, est-ce que c'est une bonne idée de prendre Cavendish ? Là, je te dis non. Parce que je pense que Cavendish, il est quand même très 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 proche de la fin et on sait ce qui se passe avec les sprinters qui partent de chez Quick-Step. Donc, j'aurais eu d'autres idées. Maintenant, tu fais un peu ce que tu peux avec les moyens dont tu disposes. Là, je vois du Caseball, c'est un bon sprinter sans plus. Tu passes un petit cap, mais tout dépend du budget. On connaît rien du futur de cette équipe, donc j'ai du mal vraiment à m'exprimer. Maintenant,
sont des bons coureurs, mais ça me fait pas sauter au plafond. Limite, tu vois, Caden Grove, je pense que c'est un meilleur plan. Oui, Oui, complètement. Après, il y a Pierre Rolland qui s'en va, voilà, je vous le dis, et Pierre Rolland qui devrait s'en aller. Et donc, on parle aussi, je crois qu'il est marqué, alors dans la liste, évidemment, ce sont des rumeurs, Adam Yates, carrément. Bon, alors bonne chance. D'accord. Pourquoi pas, dans ces transferts. Total Energy, ça va intéresser Gilou, parce que donc la fin pour Niki Terpstra, déjà, je vous le dis, ça c'est la meilleure chose de ce mercato, parce que vraiment, il n'a pas eu de chance. c'est un contrat qui plombait largement l'équipe. L'arrivée de Jason Tesson, ça c'est pas mal, c'est un bon sprinter qui pourrait passer un cap. De Gaviria, attention à Gaviria. Non, Gaviria, c'est pas fait encore. Non, c'est pas encore fait, Ouais, mais sans doute c'est assez assistant. Et l'autre, c'est Steph Kras, qui pourrait donc aller chez Total Energy. Alors Steph Kras, c'est bien, c'est pas bien ça, Gilou, c'est bien. On prend. C'est un très bon coureur, Steph Kras, qui est un bon grimpeur, qui peut aller dans l'optique de Total Direct Energy. Non, c'est bien, je pense que c'est du win-win. Et Gaviria, donc, qui va donc je venir comprends dans pas, les rangs de Total Energy. Ça, encore une fois, ça va être encore une recrue internationale qui va Gaviria, nous décevoir. Sagan, Boasson-Hagen, excellente saison 2015 à tous, vous allez marquer des gros points. Ah non, mais c'est à chaque fois, on est déçu. Mais par contre, Jason Tesson, j'y crois fort, parce que je pense que c'est ça, je suis d'accord. Pour AG2R Citroën, bon, c'est simple, la continuité, ça perd Champoussin et Youngles, mais sinon, on reste sur quasiment les mêmes coureurs avec les arrivées de jeunes, Valentin Retailleau, pourquoi pas Bastien Tronchon, voilà, qu'on a eu tout à l'heure comme invité. Donc, on va aller très vite sur AG2R Citroën. Van Avermaet est toujours là, ouf pour Gilou. Et la FDJ, surtout. La FDJ avec que les jeunes, ça, les jeunes de super. la formation. Non, ça c'est génial. Plus prolongation de Godu et Kung, ça c'est pas mal aussi. Alors, Kung, c'était pas fait d'avance. Kung, c'était très très important. Ouais. C'est très important, c'était pas fait d'avance, c'est super, mais pour les jeunes, c'est génial parce que la Groupama Conti, elle a fait une année sensationnelle. T'as Martinez, t'as Grégoire, mais t'en as d'autres, t'as pas Lenny. Pardon ? Tebon Thompson aussi. Ouais, Robin Thompson, qui est un très bon coureur. Non, faire passer autant de jeunes la même année, c'est quand même une grosse marque de confiance parce que autant on sait que Groupama FDJ est impliqué dans sa réserve, mais en général, c'est au compte-gouttes que tu fais passer tes coureurs. Là, on a dit, allez, vous avez fait une super saison, on croit en vous, on fait tous passer pro et ça, je trouve ça génial. Non, franchement, c'est bien joué, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés. Il y a je sais même pas s'il y a un départ chez FDJ, je vais vous le dire là parce que j'ai le tableau sous les yeux. Donc oui, le départ d'Anthony Roux à la retraite, de Jacopo Guarnieri. C'est dur, c'est la fin du... Ouais, Guarnieri, c'est Anthony Nicolas d'habitude qui a du mal. Ouais, l'Auto Destiny, tiens, vous avez récupéré un coureur qui est sur la fin aussi. Et sans doute le départ d'Attila Walter pour la Jumbo Visma, voilà ce qui est annoncé. Mais non, mais c'est très très bien ce que fait la Groupama. Et t'as pas cité non plus Eddie Le Witouz, qui est très 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 fort. Ouais, et Paul Penouet, qui est un futur très bon coureur, sprinter, mais très vite au sprint. Mais justement, avec le départ de Sinkeldam qui devrait être acté, Guarnieri et tout, démarre, on lui laisse quoi ? On lui laisse de la jeunesse. Déjà, on lui retire des mauvais pions. Ouais, c'est ça. On lui retire des coureurs qu'on n'a pas arrêté de critiquer cette année. Donc soyons un petit peu cohérents. Guarnieri, tout le monde l'a bâché tout le long. Il te reste Miles Codson, il va pas partir a priori. Ouais, Konovalova, ça reste. Non, ça reste. Bon, bah voilà, t'as quand même un train. Tu mets Paul Penouet pour t'aguerrir un petit peu. T'as Stewart, des Watson qui sont Jack là. Stewart qui a gagné cette semaine. Non, pour moi, c'est une très bonne équipe. Voilà. Mais le truc qui m'ennuie un peu avec ces équipes françaises, c'est de transférer des vieux qui ont eu des grandes carrières et tout ça, plutôt que des jeunes. Pourquoi est-ce que Groves il va pas dans une équipe française ? Je pense que les équipes françaises, comme Yabi, auraient pu acquérir ce genre de gars plutôt qu'un Caseball, quoi. Oui, mais encore une fois, c'est assez compliqué. Écoute, on invitera un jour un agent, tiens. Pourquoi pas ? Ce serait une bonne idée d'en savoir un petit peu plus sur mercato. On réinvitera aussi Pinot, parce qu'il était venu. Et puis, ils vont surtout rien nous dire, les agents. Non, mais Pinot, il va t'expliquer ce que c'est sa stratégie, mais quand on en saura plus, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Il y a la ville de Paris, on sait qu'il va y avoir potentiellement un gros sponsor qui va arriver, parce que tu peux pas tirer Cavendish avec 2,50€, mais quand on en saura plus, on le réinvitera. Il demande pas énormément à Cavendish. Quand il avait expliqué quand il était arrivé chez Quick-Step, il était vraiment au minimum parce qu'il voulait revenir là. Donc, je suis pas sûr que Cavendish soit si gros. Par exemple, comparaison avec, je sais pas du tout ce que je dis, ça tombe, c'est totalement faux, mais le contrat de Pierre Rolland, ça peut facilement englober celui de Cavendish, je pense. Écoute, alors là, je n'ai aucune info. Moi, j'irai pas sur ce terrain-là. Mais non plus. Malheureusement. Non, mais moi, je me mouille. Sur pire, je dis des conneries, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ça changera pas beaucoup d'habitude. Allez, paf, 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 paf. Tu mettras tout ça sur le dos d'Anthony Nicolas. C'est très long. Il va falloir qu'on arrive au quiz là. Oui, bah justement, voilà. On y arrive maintenant. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50€ dans la poche. Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire.
Par contre, pose le portable, s'il te plaît. Jérôme. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Est-ce que t'as mis à jour le classement du quiz, Jérémy, pour savoir? Oui, parce que Rémi a marqué son 3e point la semaine dernière. Bon, Magnifique. il était en duel contre Anthony, donc autant vous pas dire duel. que c'était gagné d'avance. En plus, c'était sur le cyclisme féminin, et comme il a bossé sur le tour, bon bah c'était gagné d'avance. En revanche, aujourd'hui, on va avoir un nouveau duel, comme quoi ça équilibre. Hein. On a eu premier match entre le 3e et le 4e, et là on a le duel pour la tête. Hein. Ouais, Johan ouais. 7 points, Gilou 6 points. Allez là. Vous êtes prêts? Ouais. J'ai 10 questions pour vous. Donc le vainqueur sera premier quoi qu'il arrive. Si Gilou tu gagnes, évidemment tu partageras le fauteuil, vous serez tous les deux ex aequo avec 7 points. Alors 10 questions, comme d'habitude, vous n'avez qu'une seule proposition par personne et c'est le plus rapide qui gagne. On va s'intéresser non pas à la Vuelta, j'ai pris le contre-pied parce que je savais que vous alliez réviser. On va s'intéresser aux courses qui ont eu lieu ces derniers jours. Voilà, un petit pot pourri des derniers jours. Alors, moi, Gilou, tu as j'étais en passé ton vacances. temps à la buvette et Johan était en vacances, donc Parfait. vous êtes tous sur un pied Un d'égalité. massacre. On va commencer par la Polynormande. Victoire, vous le savez, de Franck Bonamour, on en a parlé. À qui succède-t-il au palmarès? Ah là là là. Je vais vous donner des petits indices. Attends, juste si je réponds, je peux plus répondre derrière ou je peux Exactement, tu ne peux plus répondre. Ah ouais, donc j'ose pas. Mais je vais vous donner des indices au fur et à mesure, et vous dégainerez quand vous voudrez. C'est un Français. C'est un Français Oui, qui a pas posé la question. qui a été très bon sur le Tour de France. Dans le... Laporte. Non. La porte Attention, était très bon. je continue les indices, Gilou. Dans le rôle de coéquipier. Ouais, bah c'était oui. Ah mais non, je sais, c'est Valentin Madois. Valentin Madois, c'est exactement. Premier Eh point oui. pour Johan. Eh oui, bien sûr. Les Français ils gagnent quasiment tous les ans cette Polynormande. Le dernier étranger à l'avoir remporté, Oh là là là. c'était qui? Pareil, j'ai 2 indices à vous donner. Si Ah vous ouais, répondez là. trop vite, vous prenez le risque que l'autre gagne. Sans indice, c'est impossible. Alors, c'était en 2016, le dernier étranger. Et figurez-vous que c'était un Belge. C'est pour toi, J'ai une Gilou. chance. Et J'ai une c'est un, chance. et c'est un coureur, alors, qui fait pas partie des plus connus évidemment, mais dont on a parlé dans ce podcast, notamment en début de saison, à rapport à un pronostic foireux d'Anthony Collin. C'est Baptiste Plancard. C'est Baptiste Plancard, exactement. Oh, moi, là là. c'est super dur. Eh ben oui, mais attends Gilou, on est un quiz d'excellence là, on n'est pas, Oui, c'est vrai. on n'est pas à tout le monde de Bah, prendre sa place. bien joué, mais c'était franchement Baptiste Plancard, c'était dur. Non, mais parce que on a beaucoup parlé avec Anthony avec ce quiz totalement raté d'un coureur qui n'était même pas sur la start list. C'était son pronostic pour le Grand Prix La Marseillaise et il était pas au départ. Voilà. Troisième question, on va s'intéresser à du cyclisme féminin. Voilà, on en parlera de plus en plus. Il s'est passé pas mal de choses. On a parlé de Cécilie Utrup qui a remporté le Tour de Scandinavie devant l'excellente Liane Lippert. Qui fait 3e? Je m'attendais. Je ne saurais pas. J'ai 2 indices pour vous. C'est une coureuse de la Bike Exchange qui a gagné une étape. Mais oui, je vois qui c'est, mais alors son nom, je l'ai pas, je vais l'écorcher. C'est Mandy. Ah, t'es pas loin. Je suis pas loin, je sais que je suis pas loin. Si Gilou trouve pas le bon nom, je t'accorde un demi-point. Bah, c'est pas loin, donc il suffit que je change quelques lettres. Voilà. Mais si tu n'y arrives pas, c'est un demi-point pour Johan Tritz. Je suis désolé. T'as dit quoi? T'as dit Je suis Mandy? désolé Trop pour tard, le cyclisme trop tard. féminin, mais Bon, allez, c'est perdu. Marly. Eh ben non, c'est pas Marly, ça marche pas. C'est Manly, Alexandra Manly. Ouais. Donc 2,5 parce que Johan, bon, voilà, dans je l'esprit suis tu l'as. désolé pour elle. C'est juste que j'ai un trou de mémoire et je savais que c'était évidemment elle. 4e question, de quelle ville s'était lancé le Tour de Scandinavie? Oh là là. Oh, je Alors là. sais. Bah, c'est une ville dont on a beaucoup parlé cet été, messieurs. Dans le cyclisme. À Copenhague. Et Copenhague, évidemment, la même ville que le départ du Tour de France. C'est Tu vas la ramasse. Ah, là, t'es nul, hein. 3,5 à 0, 5e question. Ça Alors, il y a sent une la question où victoire vous de allez chef. pouvoir marquer pas mal de points, vous verrez, mais c'est plus tard dans le quiz. Dernière question cyclisme féminin pour aujourd'hui. Ouf. Mercredi a lieu le chrono femme des championnats d'Europe, qui est la tenante du titre. J'ai un indice pour vous. Vous le voulez maintenant? Non, pas encore. Ouais, c'est mieux. Non. Tenante du titre des championnats d'Europe de chrono. Mais le problème, c'est que je réponds. Allez, je vais vous donner l'indice tout de suite. Elle a gagné une étape sur le Tour. Elle a gagné qu'une seule étape. J'ai donné mon indice. Messieurs, là, vous exagérez quand même. Hein. Bah, Marianne Vos. Mais non, pas Marianne Vos. Le chrono. Non.
Ouais, mais je suis moi, les cyclistes féminins, j'avoue qu'il faudrait que je m'y mette. Bon, Johan. Du coup, bah, C'est Attends, on l'a, mais on l'a pas. Il n'y a pas de. et en fait, il faut que je me rappelle de toutes les personnes. Allez, je te laisse encore 5 C'est Annemiek secondes. van Vleuten. C'est pas Annemiek van Vleuten, c'est la vice-championne du monde et vice-championne olympique de chrono également, la Suissesse. Mais oui, Marlène Rosser. Ah, j'ai pas le droit. Vous n'êtes pas bon, messieurs. Championnat Oui, bah, d'Europe toujours, mais chez les hommes. Attends, j'ai pas entendu. Championnat d'Europe toujours, mais chez les hommes. Victoire Ok. de Fabio Jakobsen. Il a mis fin à 4 années de domination italienne sur ces championnats d'Europe. Mais quel était le dernier champion d'Europe non italien avant lui? Là, il n'y aura pas d'indice. Je peux l'avoir. Peter Sagan. Peter Sagan, c'est faux. Il y aura pas d'indice. Alors, pas d'indice. C'est pas Peter Sagan. Peter Sagan qui a été champion d'Europe la première année en 2016, mais en l'occurrence. Et c'est pas un Belge, parce qu'on n'a jamais gagné. Bon, il me faut une réponse. Je te laisse encore 5 secondes, Gilou. Il me faut un nom. Pour revenir à 3,5 à 1. Degenkolb. Degenkolb, c'est pas bon. C'était Alexander Dommage. Christophe. Oh là là. Oh, dans l'idée, c'était pas loin. Oui, c'est vrai. Ce sont deux coureurs qui ont une carrière similaire, mais ça te fait toujours 0. Nouvelle question championnat d'Europe. Et après, on s'intéressera à l'Arctic Race. Outre Arnaud j'ai plus de Démarre, chance. qui est l'un des deux coureurs à être monté 2 fois sur le podium des championnats d'Europe sans gagner. Il a fait 2 fois deuxième. Quel est l'autre coureur à avoir réussi cette performance? Lui avait fait 2 fois troisième. Il y a un coureur qui est monté 2 fois sur le podium des championnats d'Europe, mais qui n'a jamais gagné. Oh là là là, c'est si dur. Non, Il n'y c'est pas a, dur. pas d'indice. Non, il n'y a pas d'indice, je peux vous en donner un. Hein. C'est un coureur qui court dans une équipe qui a fait un podium du général sur le tour. Voilà. Il y avait 3 équipes sur le podium du général. Voilà, il court dans cette équipe-là. C'est un sprinter. Ouais, je vois très bien les trois. Tac, tac. Ça peut être. Non, c'est pas. Là, lui. c'est un Jumbo, un UAE ou un Ineos. Hein. Ah oui, mais Voilà. bon. Un sprinter. C'est Viviani. C'est pas Viviani. Il a gagné, Ah, Viviani. Bah oui, il a J'ai gagné, failli en dire plus. Viviani en plus, parce que je sais vu qu'il Mais avait non, là, gagné. on en cherche plus. un coureur qui a fait 2 fois podium mais qui n'a pas gagné. Gilou. Attends. Bah non, j'attends pas. Ah, ok, Faut ok. être, Ok, mais je sais pas là. C'est Pascal Ackermann. Ackermann, mais deux oui, fois hein. troisième coureur du J'aurais Team jamais pensé. Emirates. Alors, ce qui est bien, c'est que l'Arctic Race, j'ai regardé. J'ai regardé parce Ah. qu'il y a mon pote qui roulait. Alors ça va peut-être t'intéresser. Andreas Leknesund a remporté Oh. l'Arctic Race of Norway. Il compte désormais 5 succès pro. Et la particularité, c'est qu'il en a gagné 4 chez lui en Norvège. Mais dans quel pays a-t-il conquis son unique succès à l'étranger? En Espagne. Faux. Oh. Eh non, c'est faux. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'était un penalty, ça. Parce qu'en plus, tu m'en as parlé tout à l'heure en off, Johan Tritz. Je suis très étonné que tu ne marques pas ce Attends, point. mais Cette je vois très bien. Non, où il n'y a pas gagne. plus Je d'indices. me suis gouré de pays. Il a gagné 5 fois, Andreas Leknesund, dont 4 fois en Norvège. Dans quel pays a-t-il gagné l'autre course? J'étais persuadé que c'était Je vais En pas- Italie. Et non, c'est pas en Italie, c'était sur C'est le en Tour de Pologne. Suisse, rappelez-vous, Suisse, avec ah, Bettiol qui célèbre la victoire Ah oui, derrière alors qu'il oui, est fini oui, deuxième. Mais le problème, c'est que je me Non. souviens pas avec toutes ces courses d'une semaine, je me trompe avec. Messieurs, toutes les vous courses. êtes extrêmement décevants. Je Il me reste, Bon, mauvais. il reste 2 questions, ça c'est la dernière à 1 point. Aujourd'hui, Leknesund court chez DSM, mais où évoluait-il avant? Il a fait Ah, je suis une OX. chez mais, Unox. Chez Unox. Bonne réponse. J'allais dire, on peut poser des questions sur la course et pas que sur les pneus. Oui. C'est la seule que j'ai regardée de la semaine. Voilà, bah, il va y avoir des Non. questions. Alors écoutez bien, là vous pouvez marquer 8 points. Ah. Il y a 3,5 à 1. Donc Gilou, il faut que tu marques 3 points de plus pour gagner. Ce sera des réponses à la volée. En fait, vous aurez 1 point marqué par non correct. Vous pouvez proposer tant que vous voulez, même si l'autre ne propose pas, tant que vous vous ne trompez pas. Si vous me donnez une mauvaise Ok. réponse, vous n'avez plus le droit à la parole jusqu'à la fin du Oh quiz. mon dieu. Leknesund est le 9e vainqueur de l'Arctic Race. Citez-moi les 8 autres. Oh là là, c'est faux. C'est- Au général, Au général, vous pouvez me citer tous les noms que vous voulez, mais dès que vous vous trompez, vous ne pouvez plus jouer. Par contre, vous marquez un point par bonne réponse. Il y en a depuis 2013, il y a 8 autres vainqueurs qu'Andreas Leknesund. Chacun vaut un point. Gilou, tu dois en marquer 3 de plus que Johan pour gagner ce quiz. on va déjà essayer d'en avoir un, ce serait pas mal. moi, j'ai strictement aucune certitude. Donc je vais donner. En fait, il faut tenter les Norvégiens, en fait. Je vous donne juste des petits éléments de date. La première édition a eu lieu en 2013. Il y a eu une course chaque année, sauf en 2020, année de la pandémie. Voilà. J'en ai. Tu peux, Un les, ou tu, deux. peux, tu peux les citer au fur et à mesure. Hein. Ah, C'est vas-y, juste que hein, dès que moi, tu je- te trompes, c'est fini. Bah, Dylan Tuns. Dylan Tuns, c'est bon. En 2017, 2 points pour Gilou. 3,5 à 2. Et je sais qu'il y a un autre Belge. Ouais, mais là, si tu donnes Parce que des je l'ai indices entendu, comme ça, parce que je l'ai entendu où. Si tu donnes des il faut que je indices, trouve- là. Ah ouais, mais il faut que je trouve un grimpeur.
belge. Ok, Ben Hermans. Ben Hermans, Gilou qui revient à 3. Ben Hermans, Mais tenant du après, titre. c'est fini. Moi, j'avais les Belges. Parce que Alors- je sais qu'on en a parlé. quand Alors, j'ai si regardé plus la personne ne propose, c'est Johan qui gagne le quiz. course. Oui, bah. Johan, là, il joue le passage tu avec peux corner. Il tenter. joue la montre. Johan, il est au poteau de corner. Il a le corps en opposition. n'ai- Il protège le ballon. Il attend le coup de sifflet. En fait, le problème, c'est que si je propose et que je peux plus, c'est mort. Donc je préfère attendre Non, qu'il c'est me pas mort. dépasse. Si Gilou trouve pas, c'est Oui, fini. je préfère attendre qu'il me dépasse au cas où Pour pour retenter. tenter quelque chose. Sauf qu'il peut, il peut Oh, la strat. Sauf qu'il peut te prendre un nom facile. Et des noms faciles, il y en a au moins 2-3. Et aucun nom facile, étant donné que je n'ai aucune certitude. Ça pourrait être Eddy Merckx, par exemple, tu vois. Bon, allez. Ah, voilà, il a dit. Je vais, Il a dit un nom. je vais déclencher un chrono de 30 secondes. Bon, Gilles et nous il me propose faut un les truc. réponses. Top, c'est parti. Moi, je vais proposer un truc, mais je vais proposer un Norvégien, mais je sais pas lequel. Ok. Il reste 20 secondes. Boasson Hagen. Boasson Hagen, c'est une mauvaise réponse, Johan. Tu ne peux tu plus vois. jouer penalty. Penalty pour le fallait but en tenter. or. Il reste 15 secondes à Gilou pour donner un nom. En fait, j'hésite entre Christophe et Ushoft. T'hésites entre Christophe et Ushoft? Bah, l'un des Ouais. deux a gagné. Pile ou face. Bon courage. Ah, ça va, donne-lui des réponses. Bah non, il hésite. Il va me donner un des deux. Par contre, t'as 5 secondes maintenant. Christophe. Et la victoire aujourd'hui, elle est pour Johan. C'est Thor Oh, Ushoft qui non, avait remporté Ushoft, la il a gagné, première ouais, Christophe, édition et de je me l'Arctic trompe Race. là-dessus. Et il reste. Non, mais il y avait des vrais noms. Hein. Il y avait Steven Kruijswijk. Il y avait Alexei Ah ouais, Lutsenko, il y avait Non, mais Gianni attends, Moscon, il y avait, alors ça c'était un peu plus dur, Rein Taramae et un introuvable, c'était Sergei Chernetsky. Non, mais attends, c'est quoi ce. Lutsenko c'est trouvable hein, parce qu'il avait tapé aux bonifications le dernier jour Warren Barguil, il avait gagné pour 1 seconde de mémoire, il lui avait juste mis un écart sur la ligne donc ça c'était trouvable, mais C'est sinon incroyable. il y avait de l'idée entre Thor Ushoft et Christophe, c'est Johan qui va gagner ce quiz. Déjà Ouais. Johan tu fais le break, hein, 8 points. Ouais, mais bon, c'est pas une victoire. J'aurais Ouais, préféré c'est- trouver le. En fait, zéro à c'est la plus fin. moi qui ai perdu, quoi. Voilà. C'est- Tellement c'était mauvais. C'est une victoire sur Alexandra Mardi, Manley, on lui a donné tous les noms. donc- J'avoue que c'est. Oui, c'est ça. C'est vrai que Manly, tu l'as donné. Franchement, moi, je trouve que c'est match nul. Il a pas Non, trouvé le c'est bon pas- nom. Je Non, suis alors désolé. déjà, c'est moi l'arbitre, donc il n'y a pas match nul. Alors, Et Dozio, je dis un au nom. et Dozio, t'avais quand même, tout. non mais t'avais Tu quand me même laisses pas un, de demi. t'avais quand même un Franchement, penalty parce que je t'ai laissé l'occasion d'aller marquer le point en changeant une lettre et tu l'as pas prise, donc il n'y a pas d'excuse. Voilà, tout à Oh fait. là 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 là, à c'était fait. dur pour moi. Je suis moyen d'accord. Et il reste 1 minute. Paris Vuelta. Ah, c'est même pas vrai. Allez les gars, faut se mouiller. Qui va gagner la J'en ai Vuelta un, moi. Très vite, Chilou. Alors, déjà, on va te donner qui gagne la Vuelta et après, tu vas donner un petit prono, je sais pas quoi. On va faire ça plus souvent. Ok. On va te demander des petits pronos, mais ça se trouve, en France, on peut pas le faire. Mais bon, tant pis, c'est nos amis belges qui vont croquer. Je crois que vous pouvez le faire. Euh, Celui que j'ai, je crois que vous pouvez le faire. Jérémy, Prono Vuelta, qui va gagner? Roglic. Roglic va gagner. Gilou, qui va gagner? Je suis obligé de dire Remco, je suis obligé. Ah, t'es obligé de dire Remco. Et moi, je vais donc donner. Ça me fait mal au cœur, mais je vais mettre Richard Carapace. J'ai failli donner Eric Mas. Quoi, pour, En tout cas, on plaisir. s'est mouillé, on a pris des grosses cotes. Ouais. hein. Non, mais au départ, je veux prendre Juan Ayuso. Mais je me dis, à chaque fois, je me plante, donc on va essayer de faire quelqu'un un peu. Juan Ayuso, si tu gagnes, tu prends 3 points. hein, c'est- Où il y a les points, j'ai arrêté de les De compter. toute façon, il n'y a plus de points là. Bizarrement, j'étais en tête du classement, il n'y a plus de points. Non, mais C'est j'ai arrêté, quand même incroyable. n'importe quoi. Il n'y a personne qui veut compter à ma place, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il y a Ben O'Connor aussi qui est annoncé par HDR Citroën. Juste, Très bien. comme ça, ça Il pourrait était être sur le aussi tour, le prono- Oh non. Pas- ça, c'est on tire hors-jeu, pas ça. sur les ambulances. C'est hein. hors-jeu, On c'est tire pas hors-jeu. sur les ambulances. Moi, donc- je quitte. Allez, salut. Et donc, vite fait, Gilou, allez, ton prono que tu peux donner. C'est disponible sur un site français, c'est sur Winamax, d'ailleurs le Ladbrokes, meilleur site de Paris en Belgique. C'est Remco Evenepoel, meilleur jeune. Classement blanc du maillot meilleur jeune. Il est à 3,45 et je trouve que c'est une belle cote si vous l'avez pas gagné la Vuelta. Je pense que meilleur jeune, il est en bune à bune avec Almeida et je pense qu'il sera devant Almeida. Et la cote est quand même pas mal, 3,45. Je trouve qu'elle est pas mal et c'est inspiré de Vincent du Coup Tordu sur Facebook. Voilà. Attends, de quoi? De Bugne à Bugne. C'est ça que t'as Bune dit. à bune, c'est en tête à tête quoi. Non, mais Bune à bune, surtout, c'est l'un contre l'autre. Johan, je savais pas qu'on pouvait faire la pub pour ses employeurs sur ce podcast. Donc, Eurosport, meilleure chaîne de France avec l'équipe Amazon Prime. On pense également à Free Ligue 1. Voilà, on va Oui, rincer et, tout le monde. Et regardez. Et Europe 1, hein, pour toi, évidemment, important. Regardez Non, non, Eurosport mais pour le Tour du Danemark c'était hein, un qui pari aura par lieu. le temps. Vous au n'êtes pas Danemark. d'accord avec ce pari? C'est une belle coach. Si, si, non, en vrai, ça se vaut. Ah, ça. mais on est d'accord, on comprend juste pas pourquoi Ladbrokes est arrivé de nulle part. Et Bugne à Ah bah Bugne. parce que j'ai dit où trouver le pari que c'était pas chez moi donc Ah bon. il est équilibré tu vois. Ouais, Ouais, bien d'accord. sûr. Non, Bref. mais suivez le Tour du Danemark, effectivement, cette semaine avec Bernal
mal et avec Johan Tries. Ouais, tout à fait. Merci à tous. Ah en tout oui, cas, bien sûr que d'avoir, je vais regarder. Suivi une nouvelle fois. On reviendra un peu plus tard parce qu'il y a la Vuelta, il y a les vacances, il y a Ouais. tout, il y a plein de choses. On va couper un petit peu évidemment pendant cette Vuelta. Peut-être qu'on sera sur Twitter. On peut faire un petit live un moment, un petit truc. mais bon. Sans moi, à dans très longtemps les amis. Ah ouais, voilà, tout le monde coupe un peu. Merci Gilou d'être venu défendre Remco et à très bientôt les amis. Ciao ciao. Ciao. Ciao tout le monde, merci.